Vous l'ignorez peut-être, mais vous vous apprêtez à entrer dans un monde parallèle qu'on appelle le vortex cannois. Bienvenue dans cet épisode hors-série spécial Cannes. On s'est dit qu'à l'approche du festival, on pouvait revenir sur 4 palmes d'or qui nous ont marqués. Enfin, en tout cas, dont on avait envie de parler, parce que je n'ai vu aucune des palmes d'or... je n'avais vu aucune des palmes d'or avant aujourd'hui. De ces palmes d'or-là. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était pas hyper clair, là. Voilà. Je n'avais vu aucune palme d'or de ma vie. J'attendais. À chaque fois que j'ai une palme d'or, je me disais, je vais pas le voir. Du coup, j'y vais pas. Et mon Dieu, mais quel est ce bruit ? Est-ce que ce ne serait pas une alerte happening ? Ouh, là, il y a un bruit d'alarme. Qu'est-ce qui se passe ? Avant de commencer cette réunion, est-ce que vous avez des questions ? J'attends. Oui, pourquoi on est chez des inconnus ? Appelle la police. Ok, des questions qui ne concernent pas l'emplacement de la réunion. Ok, très bien. Roulement de tambour. Cette année, vendredi ciné par Cannes. Le podcast couvrira toute une semaine, du 12 au 18 mai. Pourquoi qu'une semaine ? Parce que ça coûte cher. Et qu'on n'est pas tous sponsorisés par Sens Critique. Chaque jour, on sortira un épisode sur les films de la Croisette, mais aussi des interviews, des critiques et des micro-trottoirs. Donc on va donner le micro à des gens qui n'ont vu aucun film. Comme d'hab, quoi. Les gars, Cannes, ce n'est pas juste un festival. Non, c'est aussi un rêve, un symbole. Le cinéma dans sa forme la plus pure. C'est là où des films naissent, où des regards changent notre vision de voir le monde. D'accord ? On parle d'auteur, de vision, de prise de risque. Et nous, on a la chance d'y aller, de marcher sur cette croisette. De vivre ne serait-ce qu'un instant la magie du cinéma. On a oublié de te dire, on part sans toi. Quoi ? On a besoin de quelqu'un pour monter les épisodes. Et garder la maison des inconnus. Oui, ils sont 4. 4 podcasteurs. Venez vite. Pitié ? Vous pouvez pas me faire ça ? Et oui, comme vous avez pu l'entendre, votre podcast cinéma préféré part couvrir le Festival de Cannes toute une semaine. On peut dire qu'on a hâte. On a plus que hâte. Non, merde. Oh là là. Ah, c'est bon. Tu peux pas être heureux pour nous. Non. On vous fera dans les prochaines semaines un épisode 0 de notre séjour à Cannes. On reviendra sur les films en sélection et sur nos attentes. Mais en attendant, on vous propose cet épisode hors série qui s'annonce très chargé. Et on commence sans plus attendre avec le premier film. Il s'agit de Dumbo. Madame, mais tu voles. Tu voles. Dumbo, la 9e merveille du monde, le seul éléphant qui vole. Dumbo, réalisé en 1941 par Ben Sharpsteen. Alors Ben Sharpsteen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des pionniers des studios Disney. On lui doit avant ça donc les courts-métrages Mickey en noir et blanc, là où il siffle sur son bateau, mais aussi Blanche-Neige, Pinocchio et Fantasia. Donc, Non, rien que ça. Pas mal. Moi, j'avais vu qu'il y avait plein de réalisateurs. Ouais, ils sont 5, ouais. Mais Ok. lui, c'était le lead réalisateur. Quoi. Ok, d'accord. Il y a aussi Norman Ferguson et d'autres gens que j'ai oubliés. Quoi. Et là, Dumbo, donc c'est le 4e long métrage d'animation des studios Disney et qui adapte donc le roman éponyme de l'écrivaine Helen Aberson, où un petit éléphant nommé Dumbo, né avec une malformation, il a des oreilles gigantesques. Il va alors se faire moquer et rejeter par les autres éléphants jusqu'au jour où il rencontre Timothy, peut-être en anglais c'est mieux. Peut-être. Une petite souris malicieuse qui va lui apprendre à se servir de son handicap comme une force. Timothy d'ailleurs, qui dans le livre original est un rouge-gorge, voilà, c'est une petite information que je vous donne. Drôle. Et là, si vous êtes curieux, vous êtes sûrement dit, mais Dumbo, ce n'est pas une palme d'or. Tout le monde s'est dit ça. C'est vrai. Il y a que Et vous avez choisir raison. un film C'est où on vrai. lui dit connais palme d'or. Et bon, moi je vais prendre un film, c'était pas une palme d'or. Le festival n'existait pas. Mais gros. En fait, la Palme d'Or, regarde. en tant que telle, ça existe depuis 1955, sauf que le Festival de Cannes, comme on l'a dit, lui, c'est 1939, qui a été créé du coup juste avant la guerre et qui après s'est un peu interrompu, je ne sais pas pourquoi. À l'époque, donc la récompense ultime, c'est le Grand Prix du Festival international du film. Et en 1947, il y a 5 films qui vont recevoir cette récompense. Dont Les Maudits de René Clément, mais aussi Dumbo, et il y a aussi un film de Vincente Minnelli. Et en fait, à l'époque, c'était beaucoup moins carré que maintenant le festival, où maintenant le festival,
max de folie qu'il peut y avoir, c'est une ex-aequo sur la Palme d'Or. À l'époque, pas du tout. Donc le Grand Prix, c'est vraiment le prix ultime. Mais voilà, en 1947, t'as 5 films qui l'ont eu. En 1946, 11 films vont recevoir ce Grand Prix. Ouais, Ah ouais, là, d'accord. c'est de gueule. Vous avez la flemme de choisir. Bon, allez, vous êtes tous très forts, allez, c'est bon. Tout le monde a C'est ma gagné. tournée, c'est ma tournée. Et d'ailleurs, donc sur chaque film, je vais revenir un peu sur le jury. Et cette année-là, le jury était présidé par George Huisman. George Huisman, qui est donc un historien, mais surtout le créateur du Festival de Cannes en 1939. Et en fait, le jury, c'est un peu marrant parce qu'il était composé que de ses potes. Donc, t'as des représentants du CNC, dont Jean Mineur, à qui on doit la petite pub là. Voilà. Et un peu plus que ça aussi, mais. Ça s'arrête là pour Elliot. Il fume. Non, Le non, petit ce n'est mec que là, avec ça. sa fossile là, c'est bon. T'as quelques critiques ciné et t'as des potes à lui qui sont marqués comme cinéphiles. Ils sont dans le jury du festival parce qu'ils sont cinéphiles, ils aiment bien voir des films. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est perdu, mais au début de la création du festival, c'était vraiment quelque chose d'assez accessible. Et là maintenant, vraiment, t'as les tapis rouges, t'as les jurys d'exception. C'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu avec le temps. Voilà pour l'introduction de Dumbo. Je sais pas si vous aviez des éléments de contexte à apporter. Ouais. Ouais. J'avais vu en tout cas que, bah, comme tu dis, c'est le 4e long métrage de Disney, mais du coup, c'était les 2 autres avant, Pinocchio et Fantasia, ils avaient pas très bien marché. Ah, Et mince. du coup, ils avaient demandé, Walt Disney avait demandé au réalisateur, bah, celui-là, tu me le fais avec une économie beaucoup plus restreinte. Et donc, ça explique visuellement pourquoi, c'est beaucoup plus simple, en fait, en termes d'animation, même si, du coup, je trouve que, personnellement, une des grandes qualités que je trouve dans le film, c'est justement le fait que cette contrainte-là leur a amené beaucoup de créativité, en fait, et il y a des idées assez tout le temps au niveau de l'animation. Mais du coup, voilà, ça a créé aussi, par exemple, ils ont utilisé c'était plutôt de l'aquarelle, en fait, que d'autres genres d'animation qui coûtaient plus cher. Et donc, ça donne, pareil, une esthétique très particulière qu'on voit pas trop dans les autres Disney, même de cette époque. Ok. C'est vrai que Fantasia, il est vraiment dans une surenchère visuelle, je m'en souviens, ouais. Il a beaucoup moins. Il avait coûté très cher, ouais, à l'époque. Alors moi, Dumbo, je l'avais jamais vu et donc je profitais de ce format-là pour le proposer. Donc je suis content de l'avoir vu. Film que j'ai vu en VF d'ailleurs. Mais là, cette fois-ci, je suis assez content parce que donc, c'est Roger Carrel qui fait la voix de Timothée. Et donc doubleur légendaire, hein, on lui doit Mickey, Astérix, C3PO, rien que ça. Et en fait, comme il a l'habitude de jouer les petits filous, je trouvais que il apportait beaucoup de malice dans la voix de Timothée, ça rendait vachement bien. Et du coup, c'est un film que je vous encourage à voir en VF. De toute façon, c'est le seul personnage qui parle quasiment. Et ouais, donc c'est un film assez étonnant déjà rien que sur l'introduction où on voit donc ces cigognes qui délivrent des bébés comme si c'était un bombardement, et là t'as la carte de la Floride qui est une référence du coup à Casablanca, hein, dans l'esthétique et tout. Est-ce qu'on peut parler de réarmement démographique juste C'est la scène parfaite. Tu la en tout prépares cas. depuis combien de temps, ta vanne? Je pose la question. Et non, mais il a eu cigogne, bombardement. Ok, c'est bon. Et donc c'est là où j'étais assez étonné. En fait, dès les premières secondes, tu comprends que le film va parler de la guerre. Moi, des échos que j'avais eu de Dumbo, c'était pas du tout ça. Moi, j'avais vraiment un souvenir d'un petit film mignon. Et là, je vois, en vrai, tout le film parle que de la guerre. Et du coup, c'est assez étonnant. Le film m'a beaucoup touché parce que je pense que ça s'adresse à un public enfant. Donc, il faut qu'il soit très simple, même dans son discours et dans sa mise en scène aussi. T'as des idées visuelles qui sont hyper pertinentes et qui fonctionnent en fait dès que tu les vois. Je pense notamment, t'as la scène où donc Dumbo va visiter sa mère qui est donc enfermée. Et donc le film parle toujours de l'enfermement de ces animaux. Et en fait, tu vas voir tous les animaux se faire des câlins. Et à chaque fois, sur chaque animal, et à chaque fois sur chaque animal, la mise en scène va travailler l'enfermement. Donc par exemple, t'as le tigre où ils vont rappeler les rayures du tigre comme des barreaux de prison. T'as les hippopotames qui vont être sous un cube d'eau. T'as les autruches qui mettent leur tête sous terre. Et pourtant, ces animaux-là sont ensemble. Et Dumbo, lui, n'a même pas cette chance-là. Et lui, le rapport qu'il va avoir avec sa mère va être aussi hyper déchirant. T'as une autre idée qui est hyper intéressante où quand la mère est enfermée, t'as l'ombre des barreaux de la prison qui se reflète sur elle. Et après, cut, tu vois Dumbo et qui derrière a un fond aussi rayé. Et ouais, il y a plein d'idées comme ça qui fonctionnent vachement bien. Et je suis assez étonné. Et le discours sur la guerre, ouais, il fonctionne bien. Écoutez, mais pour toi, c'est quoi le discours sur la guerre? Pour moi, c'est par une rapport à critique. la différence. Oui, c'est ça. Et que la discrimination.
Ouais, et qu'à un moment, en fait, l'État reprend le symbole qu'est Dumbo pour de la mobilisation générale, quoi, et en fait un outil de propagande malgré lui. Mais pour moi, c'était plutôt une critique, et de ce que j'ai cru comprendre de Jade, c'est un discours plutôt propagandiste, mais Alors, je sais pas, mais enfin. pour moi, il est contre Bah, la guerre, le film. Ah mais, oui, je suis Ah oui, d'accord. d'accord. Oui, non, mais juste ouais, je sais pas, parce qu'en fait, il parle plus de Hollywood que de la propagande, ou tu vois, j'ai pas eu l'impression qu'ils s'en servaient de lui comme propagande. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette vision-là. Moi, le discours, juste qui me semblait un peu, je sais pas si c'est maladroit, mais en tout cas, le film se termine très vite. Hein. Le film fait 1 heure, et donc du coup, la fin, elle va extrêmement vite, et c'est un peu. Dites-vous que vous avez en tête l'image de Dumbo qui vole. Voilà, c'est ça. En soi, c'est la 4 minutes. toute fin du film, Ouais, c'est c'est 2 ça. scènes. Et donc, en fait, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a tout ce discours sur la différence et tout. Et Dumbo, il est récompensé que quand il sert à quelque chose et qu'il rapporte de l'argent au cirque. Et du coup, à la fin, je suis un peu malaise. Je me dis, mais du coup, votre discours, c'est quoi? C'est que la différence, c'est ok quand tu rapportes de l'argent, en fait, tout va bien pour toi finalement. Donc, je sais pas si ça reste un truc un peu capitaliste de dire, bah, sers-toi de ta différence pour faire de l'argent. Je sais pas. Tu vois, donc je trouvais ça un peu étonnant, mais j'avais pas forcément vu ce discours propagandiste et par rapport à la guerre. Alors par rapport à la guerre, oui, parce que comme tu disais, sur les différences, etc. Ok. Et il y a une imagerie qu'on réutilise de manière générale, hein. Mais voilà, j'avais pas vu ce truc propagandiste en tout cas. Bah, la fin avec le train USA, voilà, c'est carrément ça. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Puis même, enfin, pour le coup, à cette époque, tous les films de Disney, enfin même les courts-métrages et tout, ils ont fait énormément de films de propagande, donc ça m'étonnerait pas que Ouais. ça en fasse un peu Et le partie, film quoi. sort en 1941, pile au moment où tu as la mobilisation générale des États-Unis, et le film en parle aussi d'une certaine manière, où tous les éléphants, tous les animaux vont être mobilisés, notamment pour les chemins de fer, enfin je sais pas si c'est des chemins de fer, mais en tout cas pour monter le chapiteau, ouais. et qui rappelle évidemment ça. Alors ça, c'était hyper étonnant, c'était une question qu'on se posait avec Lucas. Ce moment-là où ils montent les chemins où ils montent le chapiteau, pardon. Ouais. Donc on voit des travailleurs Ouais. sans visage et qui paraissent qui ont la peau Noire, foncée, quoi, noire. Un peu foncée, ouais. Et il y a un truc un peu étrange. On s'est posé la question en mode, bah, est-ce que c'est vraiment un truc raciste ou est-ce que vu que c'est dans la nuit, ils ont on sait pas trop, c'est un peu bizarre. Moi, au début, je m'étais dit, c'est un peu étonnant. En fait, ils sont pas représentés comme noirs, mais juste dessinés grossièrement, si Y a vous voulez. pas de visage. En fait, ils ont pas de visage, voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est difficile de vraiment les lier à une forme d'humanité. Est-ce qu'ils tu sont vois. liés, enfin, est-ce qu'ils peuvent être liés à n'importe qui? Voilà, ou alors c'est est-ce ça. que c'est vraiment un peu. Et après, Ouais, j'ai mais eu ils chantent l'impression. quand même et tout. Donc Oui, il y a un c'est truc, pour ça que j'allais me dire ça. c'est un Ils peu chantent aussi, bizarre. il y a Ça ce m'a mis un truc peu- de. Parce que, évidemment, les chants des travailleurs qui étaient donc des esclaves, Oui. Ouais, c'est ça. ils créaient du coup ces chants-là pour. Puis en plus, les passer la journée paroles, de c'est travail, genre, quoi. ouais, Ouais, quand dès on aura qu'on a- notre argent, oui, on va le dépenser. on va Enfin, il y a dépenser. voilà, il y a des C'est ça. clichés racistes et tout. Et mais par contre, après, on refilme des travailleurs du cirque. Et en fait, quand il y a des moments où où ils sont dessinés, où on a l'impression qu'ils ont la peau foncée, et d'autres moments, en fait, tu as l'impression qu'ils sont blancs. Donc tu te dis, ok, en fait, est-ce que vous avez voulu filmer une communauté ou juste c'est une manière de dessiner? Là, en plus, cette scène-là est dans la nuit. Est-ce que c'est pas plutôt des ombres? Est-ce que- Et Ouais. avec le temps, parce qu'ils filment des communautés noires rapidement dans le film, et ils sont noirs, enfin, tu peux les identifier comme tels, quoi. Donc bon, mais n'empêche que le film, C'est un peu flou, ouais. et c'est un peu flou, et surtout il y a des clichés Oui. parce qu'il y a les corbeaux qui sont Ouais. joués par des noirs, et là où tu peux avoir pas mal de Enfin, en tout clichés, cas, oui, voilà. tu peux avoir pas mal de clichés, même si c'est pas forcément des personnages négatifs ou quoi, hein, mais Non, ça pas du tout. Mais en plus, je sais plus, mais je crois que. Enfin, on dit joué par des noirs, mais je suis même pas sûr que tous les acteurs. Certains n'aient pas juste fait un bon accent, quoi. Oh, ça serait atroce, ça. Bah, c'est possible, hein. Toi, Romain, t'as pas encore parlé du film. Bah, le film, c'est vrai que Dumbo, c'est vraiment un film que j'ai peut-être dû voir enfant, mais très jeune, vraiment. C'est pas un de mes Disney favoris. Mais ce que j'ai eu, c'est vraiment un bel objet d'animation. Et surtout, moi, toute la partie on est à plus de la moitié du film où Dumbo, tu sais, il tombe dans cette fameuse bassine remplie d'alcool.
avec son pote c'est Timothy. incroyable cette scène. Ouais. Là, du coup, comme j'avais vu donc ce film-là avant, j'avais vu Kagemusha. On peut faire un peu un parallèle avec justement cette. T'en penses quoi? Comment ça le parallèle? Oula, vas-y. Avec comment- il y a scène toutes onirique, ces- une avec scène il y a une scène onirique très aussi, onirique avec justement plein de couleurs, des trucs parce que c'est à la fois un rêve et à la fois aussi il est un peu en. Bah, Il est complètement foncé, oui, Dumbo. bourré, Bourré, ouais. il a bu Ouais. l'alcool. Enfin, Mais il est mort. Quoi. moi, ça m'a fait plutôt penser justement aux comédies musicales de l'âge d'or où t'avais des grands moments comme ça, Ouais. juste de chansons en fait et de danse. Qui coupaient les films, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure pour All That Jazz aussi, mais des grands moments comme ça de danse et où il y a plus, enfin l'histoire continue pas vraiment, c'est juste un grand numéro. Et moi ça m'a fait plutôt penser à ça, cet héritage là des comédies musicales vu que c'en est une aussi, Dumbo, même si bon les musiques Ils sont pas sont très marquantes. pas, hein. ouais. À part la à part la berceuse dernière. Ouais, cette scène. de la mère pour son, Ah, je me suis son rendu petit pleurer, éléphanto, J'avais les yeux rouges gonflés comme ça. elle est très très belle cette scène. Génial. la Ouais, scène. c'est une belle scène. Et ouais, la scène du coup de quand ils sont Des bourrés. éléphants roses. Ouais, c'est ça. Et Toutes les couleurs et puis de complètement mots il dingue, passe quoi. dans plein de. Enfin, t'as plein de trucs où il a des yeux de pyramide qui s'agrandissent. Mais enfin, ça, tu vois, je me souvenais pas du film. D'ailleurs, je pensais pas l'avoir vu, mais cette scène-là de rêve, je m'en souviens très précisément. Donc j'ai dû voir le film ou je sais pas, ou peut-être qu'il a été réutilisé dans des films plus tard de Disney ou que sais-je. Mais en tout cas, la scène des éléphants roses et tout, je m'en souvenais très précisément. Et c'est assez fou, je trouve. Niveau de l'animation, c'est assez fascinant. Hein. Même il y a des trucs un peu. C'est à la fois des trucs qui se métamorphosent, t'as des éléphants qui se mélangent entre eux avec les couleurs et qui deviennent énormes ou quoi. Donc voilà, cette scène-là qui était vachement impressionnante, je me rappelais pas de cette scène-là, mais celle justement qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, c'est celle où justement il doit faire ce fameux saut, le premier saut quand il est déguisé en clown, où il est dans la maison en feu et t'as les clowns pompiers qui font n'importe quoi. Et ouais, le film, là, je me souviens que ça avait un peu trauma, ce truc-là, de voir ce truc en feu. Dumbo qui est là, qui est à l'agonie un peu, et il est poussé au final par le système du cirque à accomplir sa tâche pour faire rire les gens, quoi. Donc il y a un truc qui est sympa aussi, c'est de voir quand tu regardes les vieux Disney comment l'animation a évolué. Et en fait, parfois, je me dis que l'animation a évolué pour le pire, hein, parce que en plus sur le Blu-ray, au début, ils te mettent le truc en 3D, en fait, avec le train et tout, et je me dis, putain, à l'époque, là, on parle d'un film qui avait pas un grand budget et tout, et c'est très artistique, tu vois, c'est un film pour enfants, mais qui est assez exigeant sur l'animation. Il y a énormément d'idées. Hein. Il y a énormément d'idées. On parle de cette scène-là, du coup, vraiment. En fait, j'ai vraiment senti que les animateurs, ils s'amusaient énormément avec les couleurs, beaucoup, parce qu'il y a des couleurs, enfin une colorimétrie vraiment qui part un peu dans tous les sens, en fait. Mais ça représente bien le cirque aussi, avec le rouge et tout, les couleurs très vives. Tout à fait. Et mais alors qu'au tout début, tu vois, on est plutôt, ça commence quand même avec une sorte de, un truc presque un peu onirique, tu vois, bien sûr. avec un petit poème, je sais plus ce qu'il raconte dedans, j'avoue, mais et puis la sorte de tempête, enfin, ça va plutôt sur du truc assez sombre, et puis pour partir sur une avalanche de couleurs après. Et puis il s'amuse énormément sur le mouvement, en fait, notamment les éléphants. Moi, pendant tout le film, j'étais fascinée de la façon dont il dessinait le mouvement des éléphants, parce que par rapport à leur forme qui est très particulière, et tu sens que il s'amuse encore une fois beaucoup avec ça, et que c'est pas forcément ils ont pas cherché à aller vers le naturel de genre ok, comment les éléphants bougent vraiment, mais comment on peut créer un truc beau à partir de ce physique là. Et du coup je trouve que le mouvement il est hyper détaillé, hyper travaillé, mais ça veut pas aller dans le naturel, et c'est ça qui est cool. La scène où les éléphants ils grimpent les uns sur les autres, là, c'est assez fou, parce que quand il y en a, tu le pied sur la tête de l'éléphant, tu vois tous les plis, etc., machin, et en fait t'as toute une scène où du coup il tombe, la pyramide va s'effondrer, et en fait ils arrivent à rester les uns sur les autres, en fait ça fout un bordel pas possible, et tu te dis mais en fait en termes de détails c'est immense ce qu'ils arrivent à faire, et ça donne une vraie sensation de un mélange entre quelque chose de réel et un peu fantasmé et tout. C'est assez fou. Alors que sur des films, ou même des films qu'on peut bien aimer, tu vois, les Toy Story, etc., en fait, c'est des films qui vieillissent beaucoup mieux, tu vois. Le Dumbo, tu pourras le regarder encore dans 100 ans, que ça sera très joli, tu vois. Là, franchement,
alors que tu vas regarder Toy Story déjà aujourd'hui, le premier, t'as envie ça de gerber, pique, tu ouais. vois, t'as envie de t'arracher les yeux. T'as quelques scènes, ouais. Ouais, c'est vrai, je me suis fait cette réflexion-là quand j'ai vu Dumbo. Je me suis dit, bah, en fait, ça pourrait même être quelque chose de très actuel. C'est ça, fait hier, Ouais. très sincèrement, en fait, c'est un dessin animé, donc. L'animation 2D en général vit mieux Oui, que bien la sûr. 3D. Mais Donc. oui, je suis d'accord que c'est. Enfin, notamment là, il joue vraiment sur le côté peinture, en fait. Oui. Avec notamment, ouais, tu disais, le truc du train. Moi, ça m'a marqué juste. On voit juste le train qui bouge, mais C'est tout ça. le reste autour, c'est une Mhm. peinture fixe, quoi. Et c'est super beau. Et puis, pareil, ça me rappelle beaucoup la comédie musicale de l'âge d'or avec les toiles peintes derrière. Enfin, C'est ça, ouais. Ah oui. ça va vraiment là-dedans aussi. Et ça peut se permettre d'être moins exigeant sur certains dessins, de faire des dessins plus grossiers à certains moments quand on prend plus loin et tout, mais en fait, on s'en fout. Et ouais, c'est plus ce genre de truc qu'on aimerait voir. Mais de toute façon, en ce moment, l'animation, on revient plus sur quelque chose de moins réaliste, si peut-être, qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Mais ça fait plaisir de revoir. Le seul truc qui vieillit mal, voilà, c'est comment ils interprètent certaines communautés et tout, Oui, qui là c'est peut sûr. faire grincer des dents et voilà. Et à la fin, Dumbo il vole et du coup il fait des bruits d'avion et après il tire en rafale des cacahuètes. Ça moi j'ai regardé le truc, j'ai dit, ah ouais, quand tu remets dans le contexte, j'ai dit à Jade, le truc qui est sorti en 41, c'est ça. C'est pour des enfants, oui. Ouais, c'est assez fou. Hein. Voilà, Dumbo hein, qu'on vous invite à regarder. Ouais, de en toute plus qui est urgence. disponible sur Disney Plus ou quoi, il me semble. Donc, Oui, tout à fait. Donc on était en 1941, on part désormais en 1966, on va vous parler de Blow Up. Blow Up is an astonishing glimpse of today, seen through Antonioni's camera. His color, his London, his first English language film. I thought you were supposed to be in Paris. I am. Réalisé en 1966 par Michelangelo Antonioni. Antonioni. Et voilà, c'est... Il aura tenu 20 minutes. On y suit Thomas, un jeune photographe prétentieux qui, dans un parc de Londres, surprend ce qu'il croit être un couple d'amoureux. Il prend son appareil, prend des photos en essayant de ne pas se faire attraper, puis découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé dans les buissons. Alors à ce moment-là de sa carrière, Antonioni est assez connu. 6 ans auparavant, il avait réalisé L'Aventura, considéré un peu comme son chef-d'œuvre. Ah ouais, qui est considéré comme, pardonnez-moi, un des pire film qu'on ait vu de notre vie. Non, mais en plus, l'Aventura à Non, c'est un Cannes, pour film le très coup, ça controversé, avait fait beaucoup parler et beaucoup. Enfin, ça a divisé la critique, l'Aventura. Donc, c'est pas que nous deux. Oui, c'est plein de critiques qui ont détesté à l'époque. Hein. Mais Antonioni, de manière générale, est un cinéaste controversé. Et là, j'ai noté que c'était son premier film en langue anglaise, et c'est ce qui va lui permettre, donc, avec Blow Up, d'être identifié, en tout cas, du très très grand public. Le film immense chef-d'œuvre parce qu'il inspirera par la suite Brian De Palma avec son Blow Out, ou bien Francis Ford Coppola et son Conversation secrète. Des petits noms en somme. C'est une palme d'or, hein, Conversation secrète. C'est vrai que c'est de la palme d'or, ouais. Le film est salué pour sa mise en scène sur laquelle on reviendra, mais aussi pour sa représentation de la jeunesse londonienne et des swinging 60s, qui donc dans les années 60 chez les jeunes va être une période de liberté et de rupture avec les anciennes règles. Culturellement, Londres va devenir la capitale de la culture pop. Donc, on a l'apparition des Beatles ou des Rolling Stones, mais aussi de la mode. Beatles. Mais aussi de la mode avec des vêtements plus colorés, des styles plus audacieux, et c'est l'apparition de la mini-jupe à ce moment-là. Et aussi, les jeunes vont remettre en question... Ah, il y a plein de choses que tu veux dire. Ah non. T'as bien fait de voir. Ah oui, ok. C'était pour apporter un peu de contexte pour les gens, quoi. Ah non, mais t'as raison, non, D'accord. c'était pas ça que j'allais dire. J'allais dire pour le plus grand bien de l'humanité, mais... Et aussi, donc, les jeunes vont remettre en question l'autorité, parler de sexualité plus librement, et défendre des droits comme l'égalité, la paix, l'antinucléaire aussi. Oh, les cons. 60 ans plus tard, on a avancé là sur ces causes-là. Ouais. Et ceux qui prenaient ça, c'est les boomers. Ils votent extrême droite. Ouais. Allez. Après, on pourrait parler aussi des heures de ce mouvement et même le mouvement hippie et comment ils se sont terminés, parce que c'est un peu sombre, mais c'est pas notre sujet. Et en 1967, qui était le président du jury, il s'agissait d'Alessandro Blasetti, réalisateur italien à qui on doit 4 pas dans les nuages.
Et alors ça peut paraître obscur, mais c'est le film qui a inspiré Ossessione de Luchino Visconti et I Bambini si guardano de Vittorio De Siga. Du coup, il a inspiré le Tu néoréalisme. t'es entraîné quoi. sur ton italien. Je me suis entraîné un peu devant le miroir. C'est fort. Et donc GG à lui d'avoir inspiré le néoréalisme. On le salue là où il est. Petit mouvement. Alors Romain, c'est toi qui as choisi ce film. Est-ce que c'est un film que tu avais déjà vu auparavant ou t'as profité de ce format pour le découvrir? Non, justement, j'ai profité du format donc pour le découvrir parce que donc à nouveau, on en avait énormément parlé quand on était en études et forcément le film, il a quelques scènes où c'est des scènes avec des extraits qui durent toute la scène du parc par exemple, c'est un extrait qu'on a beaucoup travaillé. Et même les scènes de quand il fait développer ses photos, etc. Donc ça m'avait beaucoup intrigué et du coup j'ai profité du petit format qu'on fait pour le découvrir. Et c'est vrai que j'avais jamais vu de film d'Antonioni avant ça. Donc c'est une découverte et d'une Palme d'Or et d'un réalisateur. Et faut dire que il y a énormément de choses à dire sur le film. Il passe avec donc le personnage. Attendez, j'ai retrouvé son prénom. Thomas. Ouais. Parce qu'il le mentionne une fois, je crois, seulement. Ouais, c'est dans tout, le film. hein, on lui parle. Thomas. Ouais. Et donc joué par. Je le trouve impressionnant, donc David Hemmings. Impressionnant dans ce rôle de gars qui est vraiment un turbo connard. Oui, vraiment. Et, on peut le dire. Oui, il a ses défauts. Non, mais juste, tu sais, il a un regard qui fait très vicieux, Rien que très son vite. visage, on dirait un gars en école de com, quoi. C'est, Ouais, voilà, il vient de te dire, oui, non, mais moi j'ai fait 4 ans d'études à 10 000 euros l'année. Enfin, bon. Mais voilà, c'est vraiment Ouais, ça, c'est j'allais nous. dire, c'est comme ça. Non, mais c'est le prouveur max, quoi. Oui, mais lui, c'est plus prouveur, c'est plus pire. Ouais. Nous, on est au chômage. Voilà. Lui, il fait des trucs, quoi. Non, on a un podcast. Ah, autant pour moi. Donc oui, donc ce rôle de prouveur max avec ces regards à chaque fois qu'il pose sur tous les personnages, qui montre à chaque fois qu'il prend un air beaucoup plus supérieur à tout le monde, qui se prend pour vraiment le futur roi de Londres qui est en devenir, quoi. Pas en devenir, pour moi il est déjà bien. Oui, il est déjà installé. Il est déjà bien installé comme photographe. Oui. Oui, il a un nom. Voilà. Oui, Mais c'est voilà, quelqu'un. en tout cas, il aspire à devenir plus grand que lui-même pour le moment. Oui, parce qu'il y a ce côté où il fait des photos de mode pour justement l'argent, quoi. Ouais. Mais fait un tu sens book, bien que c'est pas ça qui l'intéresse, c'est les photos d'art. Et voilà, justement, s'orienter vers plus grand, donc les paysages, ouvrir un peu son champ. Et donc cette recherche du plan parfait en extérieur va tourner un peu au désastre pour lui. Et donc cette scène du petit couple dans le parc est absolument géniale. Il y a énormément d'axes qui sont pris pour montrer à la fois un gars qui est obnubilé par la manière de trouver un cadre et la photo finale, parce qu'on rappelle, hein, c'est le clou du spectacle un peu de son livre, c'est sa dernière photo, celle qu'il veut faire. Il en parle depuis pas mal de temps à son éditeur, je crois. Donc et il trouve vraiment le moment pour montrer l'amour et le paysage en même temps. Et donc toute cette recherche, donc il est obnubilé par ça, et derrière encore plus obnubilé dès qu'il apprend et qu'il comprend la raison derrière ces photos, les développer avec donc il fait quoi? Il fait une quinzaine de zoom dans l'image à chaque fois où il est complètement matrixé par ce passage-là. Et le film joue sur énormément d'aspects, donc c'est-à-dire il joue beaucoup sur le noir et blanc déjà à travers ses images, parce qu'il ne photographie qu'en noir et blanc. Et là pareil, les personnages aussi, lui-même sera habillé très souvent en blanc, et les autres en noir, par exemple la robe de la modèle, donc beaucoup de contrastes sur ça. Et derrière, le film il est très prenant dans sa construction même. Parce qu'il passe par plein d'états, le personnage est complètement... il est immergé dans un truc qui lui amène un sentiment à la fois, il veut être le plus grand, à la fois il est perturbé par ce qu'il vient de faire, et ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire aussi, et retourner son cerveau dans tous les sens. Donc je trouve que c'est un très grand film. Ouais, et puis ce que jouera la carte de Blowout beaucoup plus,
c'est l'aspect thriller même politique, que là, Antonioni décide de ne pas tomber dedans du tout. C'est-à-dire que le gars va prendre sa photo, il va se rendre compte que en fait il y a quelque chose de grave qui s'est passé à ce moment-là, mais à aucun moment on va chercher de savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les mécaniques de l'ombre, tout ça, on s'en fout. Et toute la question du film, c'est tu ne peux voir la vérité que si tu es prêt à la voir, quoi. Là, le personnage du photographe, il va penser photographier une réalité parce qu'il a déjà il a des idées préconçues en fait de ce qu'il pense photographier, et son appareil va lui montrer que non, c'est pas ça qui s'est joué devant toi. Et c'est ça qui est hyper intéressant, de pas aller du coup de tromper le spectateur aussi, parce que le spectateur il va se dire on va voir ce truc que De Palma il nous a servi, tu vois, finalement, de dire derrière va y avoir une mécanique, va y avoir un complot, va y avoir, et là le réalisateur il va pas nécessairement tomber dedans, tu vois. Après du coup tu dis ça, mais par exemple Blowout il est sorti après, et je pense que le truc du thriller paranoïaque etc, c'est un mouvement qui est venu plutôt après, et du coup je sais pas si le spectateur à l'époque s'attendait à un thriller, tu vois, en voyant Blow Up. Bon, il y avait comme Hitchcock qui était passé par ça, donc oui, mais c'est pas la même, enfin je sais pas si c'était vendu comme ça, en tout cas c'est ça que je dis. Déjà avant Antonioni, Kubrick l'avait fait avec Les Sentiers de la Gloire, où à chaque fois que le spectateur pensait aller dans un style, un genre de cinéma, Kubrick il faisait non, en fait ça va être un film de procès, non, ça va pas être un film de guerre, tu vois, ça va être donc peut-être après c'est mon interprétation, peut-être que Antonioni c'est pas de ce que j'ai lu, il a fait exprès justement de pas tomber dans le thriller et tout, de désamorcer ça, donc c'était vraiment pas quelque chose dans lequel il voulait tomber. Et c'est ça qui rend le film intéressant, mais c'est aussi ça qui fait que le film est très théorique, parce que là, ce que j'ai dit, donc tu ne peux voir la vérité que si tu es prêt à le voir. Ce film va vraiment épouser son concept et le dispatcher dans plusieurs scènes qui sont, en termes de cinéma, extrêmement intéressantes, quoi. Mais encore une fois, c'est très théorique, parce que c'est la caméra. Il y a plein de plans qui sont, je trouve, incroyables. Bon, déjà le plan de fin, évidemment. Mais les scènes où il développe ses photos, où la caméra va vraiment regarder gauche et va passer à droite, va faire les liens, c'est la caméra qui va faire le lien entre le regard d'un personnage qui est sur une photo et ce qu'elle regarde, tu vois, à droite, et c'est la caméra qui fait ce lien-là et tout, et ça, on va le retrouver plusieurs fois, et c'est que un aspect du film, parce qu'il y a évidemment le grand vide qui habite le personnage, qui essaye de le combler avec plein de trucs. C'est un gars qui va essayer d'acheter... il va acheter une énorme hélice, tu vois, dans un magasin. Et il y a aussi ce truc où tout le monde lui refuse, il va acheter n'importe quoi. Et au début du film, il y a un mec il va acheter un tableau à un gars. Non, on n'a pas de tableau. Non, je vous vendrai pas mon tableau. Après, il va acheter un tableau, un paysage dans un mec qui vend des trucs antiques et tout. Et le mec lui dit non plus. Donc... Oui, et puis par rapport tout le truc du mensonge, c'est-à-dire que lui, on va le voir mentir énormément. Par exemple, je me souviens d'une scène où donc t'as les deux jeunes filles, donc il y a Jane Birkin et je ne sais plus l'autre actrice, qui donc sont deux petites jeunes qui veulent se faire prendre en photo par lui, quoi. Et il va leur dire, mais en fait, j'ai même pas 2 minutes. Et il les regarde comme ça, il se pose, il étend ses jambes, il se met de la musique, il fume, et t'es en mode, ouais, t'as pas 2 minutes, ok. Donc voilà. Et après ça, on va avoir effectivement l'homme qui va lui dire, on n'a pas de tableau en découvrant un tableau. Oui. Il y a vraiment ce truc-là vraiment, encore une fois, par rapport à la réalité et au mensonge, on va... nous, en tant que spectateur, on nous apprend à voir la réalité derrière le mensonge, et justement pour dire, en fait, elle est toujours là, mais il faut que tu apprennes à aller la voir. C'est ça. Et donc, au moment de la photo, c'est vrai que quand tu sais un peu, moi personnellement, j'ai découvert le film, mais je savais déjà ce qui s'y passait. Oui. Donc, pendant la scène de la photographie, je sais ce qui se passe. Ah ouais. Je le vois en fait directement. Ouais. Moi, je trouvais la scène hyper maligne, parce que tu connais le pitch. Moi, je regarde des films en connaissant le pitch, et sur cette scène-là, je cherchais en me disant où est-ce qu'il peut venir le danger et tout. Et comme on te montre le couple vraiment au centre, en gros, je me disais ça va être sur eux. Enfin non, pas en gros, en fait, au loin. Tu disais ça va être sur eux, donc mon regard était concentré là-dessus. Et à chaque nouvelle révélation, je fais mais je l'avais pas vu ça. Et je pense que du coup, si tu revois le film, tu redécouvres des choses. Mais même après, la caméra fait pas mal d'allers-retours entre eux, et surtout après, on a des plans très larges juste sur Thomas qui prend en photo, qui genre fait vraiment des tours et des tours dans le parc. Il fait un peu n'importe quoi. Enfin, t'as l'impression que le mec juste il se balade dans le champ.
Et on nous montre pas pendant ce temps-là le couple et on ne verra pas on verra pas l'instant fatidique. Ce sera juste derrière un buisson, elle part. Moi, je voulais surtout parler donc t'en as parlé un peu en introduction, mais par rapport à la jeunesse londonienne, je trouvais qu'il dit des choses très intéressantes. Bon, déjà, le film commence avec une sortie d'usine et à côté de ça, des jeunes mimes qu'on va retrouver à la fin, qui justement, alors c'est très drôle parce que c'est des mimes, mais ils sont extrêmement bruyants. Avec grosse voiture qui pète. Avec la grosse voiture et tout. Et à l'inverse, les plus âgés, les travailleurs, eux, ils sont très silencieux de la fatigue du travail et tout. Donc déjà, t'as ce côté un peu... Au début, quand j'ai vraiment vu cette scène-là, je me suis dit, film de boomer déjà à l'époque ou... Mais je trouve que après, finalement, c'est assez intéressant ce qu'il dit de la jeunesse. Mais donc, ouais, t'as vraiment un peu cette image de c'est quoi cette jeunesse qui, justement, a l'air comme ça, de premier abord, de rien foutre et de faire du bruit. De faire du bruit, quoi. Pour pas grand-chose. Là, pour le coup, le personnage principal, on sent qu'il est plutôt ouvert par rapport à ça parce qu'il discute volontiers avec eux, il leur prête de l'argent volontiers. Il prend des pancartes. Donc, il n'y a pas vraiment de jugement non plus. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas de la part du personnage, mais de la part d'Antonioni parce que tu le mets en parallèle avec une sortie d'usine. Tout à fait. Donc quand même, il y a ce côté-là. Ouais, sauf que ça va revenir dans une scène de concert. D'ailleurs, où il y a des artistes très connus, c'est un groupe assez connu qui est sur scène. Les Beatles. Non. Non. Ils ont d'autres groupes à Londres, je crois. Je crois pas. Je crois pas. T'as notamment Jeff Beck qui casse sa guitare et tout. Enfin bref, t'as tout un truc assez incroyable. Mais du coup, ce qui est très drôle, c'est que donc tous ces jeunes-là, cette fois-ci, ils vont tous être immobiles et silencieux face à une musique plutôt entraînante en plus. Donc il y a vraiment ce côté, on a l'impression d'une scène underground comme un peu une posture. Plus que, on se demande un peu, c'est quoi la réelle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça ? Est-ce que vraiment ils apprécient ce qu'ils sont en train de voir ? Est-ce que, voilà. Et notamment au niveau de la guitare qu'on casse, il va y avoir une énorme bagarre pour se prendre un petit bout de la guitare. Il va réussir à l'avoir et puis quand il va sortir, il va la jeter parce que sorti de ce contexte-là, cet objet-là, d'une partie de la guitare, elle n'a plus de valeur. Donc en fait, tu te rends compte que il y a vraiment cet aspect, ils sont entre eux, et en dehors de ce monde-là, ce qu'ils font, ça n'a pas énormément d'importance, mais et ça revient à la toute fin, avec du coup une sorte de tennis, de mime, où il dit, en fait, la jeunesse, elle a besoin de croire que tout ça a un sens, même s'il doit se l'inventer aussi. Donc il y a vraiment... tout ce truc-là autour de, encore une fois, il faut affronter la réalité, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on imagine pour affronter cette réalité, ou en tout cas pour essayer d'en sortir. Oui, et puis même la scène du mime, elle est intéressante parce que là, la balle, elle est matérialisée par la caméra. Mais tu l'entends aussi, la balle, par contre. Tu l'entends, tout à fait, oui. T'as raison. Et mais même quand elle va rebondir, la balle n'existe pas. La caméra va faire comme si elle rebondissait, donc avec des surtout, ce qui est très précis. Et en fait, tu pourrais la voir, tu vois. Et du coup, ça rentre dans ce truc de, en fait, tu peux voir ce que tu veux au final. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et donc, comme on disait, le film il comble beaucoup de sujets et tout. En une scène, il arrive à synthétiser beaucoup de ses idées. Et c'est ça qui est assez fou, quoi. Des idées très théoriques, par contre, je l'entends. Ouais, et ça passe aussi beaucoup par les décors. Enfin, je sais que notamment, donc c'est un photographe, donc il a beaucoup de décors, de photos, de mode surtout. Mais il y en a un où c'est une sorte de dégradé de noir. Et en fait, on va le voir plusieurs fois passer devant. Et donc, au fur et à mesure du film, en fait, il va aller dans le dégradé de plus en plus noir. Et donc, de plus en plus dans le doute, en fait, qui va être un peu moins transparent que les autres. Et donc, on va voir le personnage comme ça, arriver de plus en plus dans le doute, dans la confusion. Et c'est que des idées comme ça. Et en fait, franchement, le film, tu pourrais le mettre totalement muet, parce que c'est pas les dialogues qui te donnent de réelles indications. Oui. Tu pourrais le mettre muet, t'aurais toutes les infos dont tu as besoin juste par les images. Et c'est quand même relativement rare. Il y avait aussi la scène où t'as la personne, la meuf, qui l'a photographiée dans le parc et qui revient pour prendre les photos. Et t'as une scène de séduction qui se joue entre les deux et qui fait vachement penser à la scène de séduction qu'il y a dans la chambre d'hôtel à bout de souffle.
Et donc là, t'as des trucs enfin, t'as des dialogues entre plusieurs films et tout, et cette période-là, elle est intéressante aussi pour ça, quoi. Donc, mais ouais, une grande scène de séduction entre les deux personnages. Alors, est-ce qu'ils vont faire l'amour? Elle, tu sens que elle se dit ok, je peux m'offrir à toi pour essayer d'avoir les photos parce que c'est hyper important. En même temps, lui il veut pas, après il veut, donc t'as toujours ce truc qui fait très nouvelle vague. Hein, c'est ça que je veux dire. C'est qui fait intéressant. Moi j'étais alors le film je suis un peu agacé, mais enfin je pense vous l'avez dit aussi, c'est pas un film facile d'accès. C'est pas du tout. Assez difficile, hein, honnêtement. J'ai un souvenir, alors on a fait nos études de cinéma ensemble, j'ai un souvenir, on nous avait présenté la scène justement où il arrive dans le parc et il prend en photo le couple, et je me rappelle le prof qui demande ce qu'on voit, alors que moi vraiment je voyais juste, il y a un gars, il arrive, il prend une photo et puis voilà, il part. Et ouais, du coup le film fonctionne vraiment par symbole, et c'est assez compliqué en plus de ça, comme tu l'as dit, le film se refuse au thriller. Alors moi je m'attendais à voir un thriller, je me dis ok, donc il n'y a pas de thriller, le personnage est vraiment antipathique, donc je n'ai aucune accroche émotionnelle, donc je me dis ok, c'est difficile. En plus le truc il découvre qu'il y a eu un meurtre sur la photo, ça arrive à 1 heure de film, le film dure 1h45, je me dis d'accord, allez, et ouais, du coup j'avais vraiment beaucoup de mal jusqu'à la scène finale en fait, et la scène finale te donne en fait pour moi je l'ai vraiment vécu comme ça, me donne la clé de lecture du film. J'ai l'impression aussi qu'on prenait un peu pour un débile à me dire bon t'as pas compris le film, allez vas-y je te le dis, mais parce qu'elle est géniale cette scène, oui, la scène est vraiment bien, et ils explicitent pas, ils disent pas en fait ce que je voulais dire, c'est oui. je pense que si tu as compris à partir de cette scène, c'est que t'avais déjà ça et que ça te permet de tout. Mais ouais, du coup avec la scène finale, c'est là où je suis agacé, où je me dis ah putain en fait c'est ça dont il voulait me parler, je suis trop débile, notamment sur le geste artistique, comme tu l'as dit aussi, dans le geste photographique, de l'idée de la photo qui capture le réel, mais est-ce que c'est vraiment le réel? Est-ce que t'as déjà posé un regard dessus, mais c'est le réel, mais si ce que tu prends en photo n'existe pas, est-ce que ça ne l'est? Enfin, que des questions hyper intéressantes aussi vis-à-vis du cinéma, où en gros les mimes vont être dans un geste aussi artistique de reconstitution d'une forme du réel. Donc ouais, hyper intéressant. Et là je me dis ah putain, je suis vraiment trop bête. J'avais vraiment l'impression d'être bête quoi, cette scène, à me dire ah j'avais pas compris. Du coup j'ai envie de le revoir maintenant en ayant cette clé de lecture là. En tout cas on vous l'offre maintenant. Oui. Je pense que nous, on l'avait étudié déjà en cours, et notre prof à l'époque, il avait fait sa thèse en partie sur ce thème-là. Ah, ok. Donc il était plutôt habité par le film, quoi. Et en vrai, oui, ça aide énormément d'avoir des clés de lecture, parce que ouais, au début t'as des scènes où je suis exactement comme toi, où tu vois la première fois le plan quand il entre dans le parc et tout, et tu te dis ouais ok d'accord, c'est un mec qui prend les photos, et le prof il t'explique tous les éléments de langage. Et effectivement, quand il rentre dans le parc, en fait, au début, la caméra, elle va filmer des trucs qui seraient plutôt agréables à photographier. Des roses, une personne qui ramasse des papiers par terre, etc. Et le gars ne va pas photographier à ces moments-là. Tu vois, à chaque fois, il y a un truc qui est intéressant qui se passe, et lui va photographier autre chose, en fait. Un truc qui est pas du tout mis en évidence par la caméra. Et encore une fois, ça, c'est des idées de mise en scène à la chaîne. Donc je pense qu'en vrai, si t'es cinéphile, ça peut être hyper intéressant de regarder ce truc en mode ok, parce qu'en vrai c'est le cinéma, c'est ça, c'est comment à travers ta mise en scène, genre juste t'arrives à montrer ce que tu veux. Oui, c'est sûr que c'est pas un film divertissant ou quoi, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Non mais oui, faut aussi le dire. Ça fait réfléchir. Ouais. Ça fait grave. En vrai, on vit grave dans une société. Hein. Et maintenant, direction l'année 80 avec 2 palmes d'or ex aequo. Et ouais. Bizarrement, vraiment, on se retrouve. C'est très très drôle. Mais j'ai cru vraiment que vous l'aviez fait exprès, quoi. On l'avait pas fait exprès, mais juste on est frères et sœurs, quoi. Voilà. On est frères et sœurs. On va vous parler pour commencer de Kagemusha, l'ombre du guerrier. Sacré morceau, Kagemusha. Hein. D'ailleurs, je me suis rendu compte, c'est un petit fun fact historique. Dumbo est plus proche dans le temps de Nosferatu que de Kagemusha. Voilà, si jamais. Ok.
Ouais, pourquoi pas. Alors, Oui, petit saut dans le temps, effectivement. oui. comment résumer ce film Le pitch est hyper long. En 1573, le Japon est le théâtre de guerre incessante entre différents clans rivaux. Le plus puissant de ces clans est commandé par Shingen Takeda. Takeda, ouais. Mais au cours du siège du château de Noda, Takeda est blessé à mort par un tireur embusqué. Pour éviter que son clan perde en cohésion, Shingen demande que sa mort reste cachée pendant 3 ans. Un ancien voleur épargné pour sa ressemblance avec le seigneur de la guerre fait alors office de doublure avec la complicité des Géraud afin de duper leurs nombreux ennemis. En 1981, le président du jury c'est Kirk Douglas, mais j'en parlerai après pour l'autre film. Lucas, tiens, Akira Kurosawa, c'est un petit réalisateur. Ouais, c'est un petit. Il est pas très connu, ouais. Non, moi, ça me fait plaisir de parler de lui parce que, effectivement, c'est la première fois qu'on en parle. Et moi, c'est. Parmi tous les réalisateurs que j'aime bien, en vrai, c'est celui avec lequel j'ai. Une histoire un peu particulière parce que, en plus, d'autant plus Kagemusha. Parce que Kagemusha, le Mort du guerrier, c'est le premier film que j'ai vu de Akira Kurosawa. Et c'était un truc où c'est là où j'ai un peu vraiment débuté à regarder des films qui n'étaient pas forcément grand public. Mon père m'avait dit mais t'adores Star Wars, mais Star Wars, George Lucas, il s'inspire vachement de Kurosawa. Et donc du coup j'ai commencé par celui-là. Et la claque quand je l'ai vu, et je l'ai vu une deuxième fois il y a quelques temps. Bon, au-delà de dire que c'est un chef-d'œuvre, Kurosawa, c'est quelqu'un qui est un des cinéastes les plus influents. Et qui a influencé énormément de films grand public que vous connaissez aujourd'hui. Donc, je les ai cités Star Wars, mais pas que. Et comme Star Wars, la scène d'intro avec C3PO, enfin les 2 robots et tout dans le désert, c'est inspiré de la prisonnière du désert, oui. Les transitions qu'on connaît bien à la Star Wars avec le petit l'horloge, etc. machin, ça vient des films de Kurosawa. Enfin bref, voilà, il a influencé énormément de gens. Tarantino, les 8 salopards, il me semble, c'est Kurosawa aussi. Lui, il a fait les 8 samouraïs. Et après, les 7 samouraïs, pardon. Et après, ça a fait l'objet d'un remake qui s'appelle Les 7 mercenaires. En fait, il a inspiré énormément le western parce qu'il y a eu aussi le film de comment il s'appelle, Sergio Leone. Oui, de Sergio Leone, pour quelques dollars de plus, qui est en fait un remake non avoué de Sanjuro. Oui, c'est ça, ouais. Il y a eu un procès, En fait, il a plagié et il a pas acheté les droits parce qu'ils lui ont dit ouais, ton film il va être vu par personne, sauf que pour quelques dollars de plus. Non, c'est pour quelques dollars. Ouais, et après, il a fait un second après, film. il y a pour une poignée de dollars, mais. Ouais, c'est pour une poignée de dollars et le deuxième c'est pour quelques dollars de plus. Donc pour une poignée de dollars, pensez que ça allait pas marcher. Au final, ça marche beaucoup. Et donc le film était interdit de diffusion. Et puis surtout à l'époque, il se disait de manière, personne aura vu le film de Kurosawa, Oui, dans le sens où voilà, le film. Enfin, le spectateur américain va pas savoir que c'est un film japonais de base. Parce que c'est des demeurés et qu'ils regardent que des films. Non, je vu qu'à l'époque, c'était pas, ils étaient pas très exportés, les films de Kurosawa. Pas même autant. Rashomon, avec ce découpage dans le temps, enfin, c'est Ridley Scott quand il fait Last Duel, c'est exactement ça. Enfin, donc c'est un des cinéastes, si ce n'est le cinéaste le plus influent au monde. Et lui-même, en fait, il a comment dire, adapté pas mal de pièces de Shakespeare. Et dans son cinéma, de manière générale, la dramaturgie, c'est quelque chose qui est extrêmement poussé. Et dans ce film-là, enfin, je veux dire, c'est quand même un chef de guerre qui va mourir et qui va être doublé par un double identique, quoi. Et c'est assez fou en termes de dramaturgie. Et donc ouais, le film, en fait, il y a énormément de choses à en dire. Putain, je sais pas par où commencer. C'est dur de parler des films. Il est très long, c'est très très riche, que ce soit au niveau de la mise en scène ou comme tu dis au niveau de la dramaturgie, parce que ça va reprendre beaucoup de choses du théâtre. Alors moi, Kurosawa, c'est un réal que je connais bien maintenant. J'ai pas vu toute sa filmographie qui est composée de énormément de films, mais j'ai vu, on pourrait dire, c'est chef-d'œuvre, je pense. En tout cas, c'est gros film. J'avais pas vu Kagemusha, qui est du coup son plus grand chef-d'œuvre. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il a fait énormément de films en fait qui sont extrêmement connus. Je sais pas si son plus grand, enfin ce que les gens appellent son plus grand chef-d'œuvre, en vrai, c'est les 7 samouraïs. Ouais. Ce qui est pas forcément moi. Et Rashomon, c'est très connu. Et Rashomon, c'est très connu, etc. Moi, le film que je préfère de lui, de ce que j'ai vu, c'est Barberousse.
Ouais. Mais en vrai, il y a énormément de. Bah, je l'ai vu il y a pas longtemps, incroyable. Oui, c'est ça. Et c'est que là, on va parler d'un film de sabre, mais il a fait aussi plein de films différents. Bah, on a vu Viriku ensemble, enfin Vivre, qui était très chouette et tout. Moi, ce qui est fascinant chez Kurosawa, c'est qu'à chaque fois, ces films, j'y vais en vrai, un peu à reculons en me disant, allez, encore un film de samouraï de 3 heures en noir et blanc. Et en fait, à chaque fois, il a ce talent, Kurosawa, où dès la première image, il arrive à capter mon regard. Dès le premier plan, et ici, ça l'est d'autant plus, surtout qu'il est assez long, il dure, je crois, 5 minutes, le premier plan. Et je sais pas, je suis comme hypnotisé. En plus, ce plan, il est d'une beauté avec le travail du contraste, des couleurs, leur disposition très théâtrale dans l'espace. On va t'expliquer un peu le concept du film. En plus, moi, je suis vraiment turbo-teubé parce que j'étais fatigué ce soir-là. On nous explique le concept du film au début et j'ai eu le temps de l'oublier. Et du coup, après, un moment, t'as la révélation du double sur un champ de bataille. Alors qu'on avait vu le Seigneur de Guerre se faire tuer avant. Et moi, j'ai fait mais comment c'est possible? Je suis débile. Après, il joue vachement sur ça, je trouve. Le chef de guerre, il est mort, mais est-ce qu'il est vraiment mort? Il y a des gens, il y a des espions qui sont là. Ok, d'accord. Donc du coup, mais attends, c'est vraiment lui. Il est là. Et nous, on est en mode. Non mais ok, c'est lui. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Et donc nous aussi, il joue vachement avec ça sur la surprise. Et on sera réellement fixé que quand va y avoir le gars qui le remplace, qui est un voleur, qui va essayer de voler une grande jarre. Et dans cette jarre, en fait, il y a le cadavre du gars qui va remplacer. Et là, on se dit, le mec est dead. Le mec est dead, c'est sûr. Si vous aviez un doute. Et le film est vraiment d'une beauté incroyable. Je pense plastiquement, c'est l'un de ses plus beaux films. Même en termes d'ambition, en termes de personnages, enfin c'est fou ce qu'il mobilise. Je pense qu'il y a certains des plus beaux plans du cinéma là-dedans, honnêtement. Ah oui, c'est sûr. Et notamment le plan en face de soleil. Exactement. Toute l'armée qui marche. On a tous pensé au même. Non, mais celui-là, il est juste impressionnant de voir ça avec 3 plans. Enfin, t'as un premier plan, un deuxième plan et un il travaille vraiment la profondeur comme ça. Il travaille vraiment et puis ça monte. Oui, c'est ça. Il est très significatif parce que au Japon, Kurosawa, il va travailler vachement cette question d'héritage et tout. Et là, on parle d'une histoire du Japon où c'était pas un Japon réellement unifié, c'est-à-dire que c'est vraiment plusieurs clans qui vont se foutre sur la gueule pendant un temps et au bout d'un moment, ça va se ils sont alliés la veille et ils sont ennemis le lendemain. Oui, d'ailleurs, parce qu'il faut préciser que donc le clan Takeda a vraiment existé et que ce chef de guerre, il a vraiment, enfin, ils ont vraiment réussi à cacher sa mort pendant 3 ans. Il avait pas de double, mais ils ont réussi à cacher sa mort pendant 3 ans et après voilà, comme dans le film, son fils un peu tout foutu en l'air. Mais voilà. Voilà. Et juste pour finir sur ce plan, et t'as des soldats qui se retrouvent dans l'ombre du soleil, et le soleil, bon, qui est le symbole du Japon lui-même, quoi. Le drapeau, c'est le soleil, tu vois. D'ailleurs, le soleil, on a enlevé les rayons après la Seconde Guerre mondiale. C'était un pays qui envahissait beaucoup d'autres pays. C'était un empire. Et c'était un empire, tout à fait. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dû enlever ces rayons de soleil, et à partir de là, les Japonais, ils sont déshonorés, quoi. Et donc là, t'as ces gens-là qui se retrouvent dans l'ombre de ce soleil, donc tu vois, à l'ombre de ce pays qui les rejette, tu vois, finalement. Donc c'est, au-delà d'être beau, en fait, ça te casse la gueule parce que c'est émouvant en même temps, quoi. Et le film est émouvant. Ouais, c'est hyper signifiant. Comme a dit Romain, c'est aussi un travail pictural où en fait il va vraiment travailler les différents plans de l'image. Tu vas voir le premier plan, le second plan, l'arrière-plan. C'est quelque chose qui est assez rare en vrai dans le cinéma. Mais enfin maintenant nous dans le cinéma contemporain, on va plutôt sur du travail de quadrillage de l'image plutôt que de profondeur de l'image, quoi. Et ce qui est fou aussi, c'est que il est jamais dans la démonstration. Il y a beaucoup de films comme ça où le film se regarde un peu lui-même. On regarde mon plan, regarde comment il est stylé. Et là, comme je disais, il y a certains des plus beaux plans du cinéma. T'as une scène de cauchemar qui t'en fout plein la gueule et qui est incroyable. Et elle dure 1 minute. Et après, il fait on passe à autre chose. Et moi, je me dis, mais ça fait la durée 10 minutes, faire un film sur ça. Et non, il est pas du tout dans cette démonstration-là. Il est vraiment, tout sert le récit tout le temps. Et ce qui est assez intéressant aussi dans le film, c'est que on arrive après une grande bataille où tu vois plein de cadavres au sol. Et c'est assez étonnant parce que j'ai un souvenir que Kurosawa aime bien quand même filmer les bastons. Et le film va prendre son temps et tout, et j'ai l'impression que à travers ça, Kurosawa il nous dit ok, t'es là pour la baston, il va y en avoir, je sais filmer de la baston, mais juste attends, on prend le temps de poser un contexte, de montrer les tensions, le drame, les parcours des personnages, et puis de montrer les conséquences de la baston, parce que bien sûr, quand tu vas enfin la voir, du coup tu vas penser avant tout aux conséquences et tu vas penser au drame que ça représente, et non pas juste
ah là là, il s'est bien filmé la bagarre, quoi. Après, quand je l'ai vu, je me suis quand même dit, il s'est quand même très bien filmé la bagarre. T'as toute la scène là de siège du château, mais c'est vrai que t'as cité Star Wars, mais en plus les bruitages, ça fait vraiment Star Wars quand il tire et tout. Donc là, ce film-là, il est produit par, on l'a dit ou pas? Il est produit par George Lucas, on n'a pas dit, et Coppola. Et Coppola, c'est Jade qui m'a, je cite mes sources. C'est Jade qui me l'a appris, mais Toho, la boîte de production de Kurosawa, avait pas assez de fonds. Et du coup, Kurosawa est allé voir George Lucas en lui disant hey gros, tu veux pas financer mon film, tu vois? Il lui a dit comme ça. Et donc George Lucas et Coppola l'ont aidé. Et Coppola, ils ont convaincu la Fox de donner l'argent. Voilà, c'est ça. Et Coppola et Kurosawa, ils ont dû tourner des pubs pour le whisky et tout pour ramener des sous. Parce que c'est un projet d'envergure et tu le sens, c'est un projet qui demande énormément de thunes, quoi. Je crois qu'il disait pour la bataille finale, c'était genre 5000 figurants. Ah ouais, non, mais j'allais y venir, mais le nombre de figurants dans ce film, c'est juste immense. Ah oui. Et puis même alors ce qui est super intéressant justement sur ce début de film, où donc tu vas voir le soldat qui court au milieu des tranchées de cadavres qui ne sont pas des cadavres, mais la synchronisation qu'il faut pour réussir à avoir tous ces figurants qui sont dans une certaine position, qui font parce que vraiment le plan ne bouge pas au début et derrière tout s'anime. Et puis tu suis un long parcours de figuration qui s'anime, et franchement ce travail là t'as pas beaucoup de films qui vraiment travaillent la figuration et des simples soldats comme ça, et la qui foule, sont... quoi, en fait. Oui, surtout que c'est pas des simples figurants, parce que très souvent tu vas les voir très habillés avec beaucoup d'armure, mais surtout tu vas les voir à cheval avec des armes de dingue. Donc vraiment c'est un travail de coordination qui est fou, quoi. Surtout qu'il aime bien filmer en plan large, quoi. C'est ce qui complique d'autant plus les choses. Les plans larges avec les chevaux et tout. Déjà que c'est une tourner avec des chevaux. Bah oui. Mais même des fois tu le vois où il y a des scènes par exemple comme ils sont sur la plage là où le cheval il a fait un peu casse sa tête, il fait un demi-tour et après ils s'en vont. Mais c'est vrai que le niveau de maîtrise de tourner avec des animaux aussi, c'est un truc de dingue, juste ça. Ouais, bien sûr. Même la bataille finale, c'est pareil, les chevaux qui après c'est un vrai travail le fait de dresser les animaux, mais tous ces chevaux à l'agonie qui bougent dans le plan et tout, enfin c'est exceptionnel. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est énormément de figuration et tout, mais Kurosawa, il va replacer l'individu au milieu de tout ça. Et dans les films de Kurosawa, on va souvent faire affronter deux classes sociales. Ça peut être le cas par exemple, entre le ciel et l'enfer, tu vois, où tu montres des personnes très riches et des personnes très pauvres. Et là, la personne qui va remplacer donc un roi, un chef de clan, tu vois, une personne qui a énormément de pouvoir, et c'est un voleur et c'est un pauvre, tu vois. Et cette personne-là va faire preuve énormément de sagesse. Ouais. C'est-à-dire qu'on va lui conseiller même de dire voilà, il faut que tu sois spontané, il faut que notre chef il était spontané, donc toi il faut que tu sois un peu spontané aussi, et lui il va faire preuve d'énormément de sagesse. Et donc il me semble assez rare des réalisateurs qui filment des gens qui sont pauvres, justement avec une vraie personnalité et une vraie sagesse. Et là il y a des gens qui vont mourir d'ailleurs pour lui, et il va trouver ça insoutenable, tu vois. Et nous, du coup, dans tous ces gens qui vont mourir au début, vous l'avez dit, on commence avec une scène où tu vois les conséquences. Et en fait, tout le film, tu vas apprendre à aimer ce clan, tu vois. Et chaque personne qui va mourir, tu vas trouver ça atroce. Et on va filmer, comme tu disais, les plans des chevaux qui décèdent, qui sont apeurés et tout. Et pour chaque soldat, ça te fend le cœur, quoi. Et donc la dernière scène à la fin, elle te transperce le cœur. Et donc ce que ça raconte aussi, c'est génial. Mais arriver à réunir 5000 figurants et te dire en tant que cinéaste, je vais leur donner une importance, je vais leur donner une vie. Je vais pas les filmer comme tant d'autres le fait, comme une espèce de choses remplaçantes. C'est des personnages remplaçables. Oui, j'allais dire, tu vois, de meute ou. Oui, c'est pas une masse. Voilà, une masse informe de zombies, etc. De personnes, quoi. Ouais, tu m'as cité, il y a plein de personnages secondaires aussi qui reviennent dans le récit. T'avais cité les espions, enfin en gros ceux qui viennent observer pour voir si c'est vraiment le vrai seigneur ou pas. Mais en fait, eux aussi, ils ont après une importance et tout dans le récit. Je me souviens comme je l'ai vu il y a quelques mois, un truc comme ça. En décembre. Voilà, il y a des choses c'est intéressant, je trouve, de voir avec un peu de recul ce qui me reste en tête. Et c'est aussi, je pensais par rapport aux personnages secondaires, les ennemis. Il y a vraiment ce côté dans les ennemis, tu vois le respect qu'ils ont pour du coup pour donc le chef qui est décédé, et il y a vraiment cette notion là d'honneur et de respect qui reste beaucoup. Et je me souviens de ce truc là où je m'étais dit c'est rare que je l'ai vu comme ça, encore une fois que c'est une manière de montrer la guerre du coup vraiment différente où l'humanité prend toute sa place, quoi.
tu comprends chez Kurosawa, il y a toujours aussi cette idée du destin qui dépasse les personnages et qui, enfin moi c'est un truc qui me parle beaucoup et que j'aime bien à chaque fois. Et ici ça l'est d'autant plus où à la fin il te montre la guerre mais comme si c'était quelque chose d'inévitable quoi. Et que t'as dit genre ils se respectent tous mais du coup ils sont quand même obligés de se faire la guerre. Et c'est incroyable. Oui, tout à fait. Ouais, pour obligé de montrer sa force en fait. Même si au bout d'un moment tu comprends, et ça c'était dit explicitement dans un de ses autres films, ou dans un de ses autres films de sabre, il y avait un personnage qui lui a dit un bon sabre reste dans son fourreau. Et ça tu le retrouves un peu là-dedans, où c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un enjeu, c'est est-ce qu'on va faire la guerre ou pas. Et comme le chef de clan il est plus là, et que le chef de clan c'est la montagne, et c'est la personne qui donne la confiance à son armée, ils disent bah on va pas faire la guerre. Et donc ne pas faire la guerre, ça devient ça, être la chose respectable à faire en fait. Et le personnage, le vrai, on va dire le vrai méchant, mais le vrai personnage négatif de ce film, lui il veut faire la guerre, il est jeune, il est montré comme voilà j'ai envie de le conquérant. En fait c'est ça, tu sais montrer sa puissance et justement montrer que bah maintenant ça peut être lui le chef du clan et... Oui, tout à fait. Ouais. Mais lui, il veut montrer ça que par la guerre. Et il y a deux personnages qui sont vraiment jeunes, c'est lui et le petit-fils. Oui, c'est vrai, oui, le petit-fils. Et donc, comme je disais, il y a toujours ce thème d'héritage qui revient souvent. Et avec le petit-fils, c'est assez étonnant parce que le petit-fils, il reconnaît pas son grand-père. Enfin, en tout cas, c'est pas la même personne, mais pourtant, il s'y attache. Et il y a il y a un vrai lien qui se crée entre deux, quoi, qui est assez joli. Et sur ça, justement, pour même rebondir sur le fait qu'on n'a pas encore parlé, mais le film joue quand même sur pas mal de ressorts humoristiques. Oui, c'est vrai. Où t'as plusieurs scènes, par exemple, typiquement la scène où les espions se retrouvent dans le même endroit que le fake, où ils se retrouvent à observer la même scène. Et les autres ils sont en train de discuter, en fait il est mort en fait, ils l'ont buté parce qu'ils sont en train de jeter le seau, enfin la grande jarre dans le lac. Et ils disent mais attends mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas, ah c'est le corps et tout, et puis derrière juste à côté t'as l'autre qui fait mais je comprends pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes humoristiques. T'as notamment aussi t'as le gars qui a tué qui a tiré sur le seigneur, qui va expliquer comment il a fait. Il dit alors j'ai fait comme ça et tout, tu passes 5 tu minutes, le vois tirer et après t'as tout le monde qui rapplique comme attention c'est la guerre. Et ça il y a peut-être un petit côté comique, mais cette scène là moi elle m'avait beaucoup marqué parce que c'est très précis. Et déjà tu donnes énormément de valeur à un soldat inconnu, tu lui donnes voilà, le mec il est capable de tirer très précisément, et quand même tout, je trouve que tous ces gestes sont extrêmement précis en fait. Il explique que le chef de clan il aime bien se poser sous un arbre, donc là je vais essayer de tirer sur lui la nuit, mais la nuit je vois rien, et donc du coup pour placer son fusil correctement il va mettre un petit un petit du sable qu'il a mis dans un sachet pour que ça équilibre le poids en fait, et que le fusil il arrive pile poil à la bonne hauteur, et en fait en faisant ça il tire pile poil sur l'arbre. Et ouais, tu dis en fait c'est assez précis et ça donne de l'importance à un vrai truc, et parce que toute la question c'est de savoir est-ce qu'il est mort ou pas, et là en faisant ça a priori tu te dis bon le gars a pas mytho, le gars est plutôt chaud au tir. Mais oui, en tout cas, moi je trouve que tout ça c'est une logique très théâtrale encore une fois, et ça ressemble vraiment à Shakespeare. Même les espions, moi ça m'a fait penser à des personnages que c'était quoi est-ce que c'est Shakespeare le truc que t'avais joué tu sais quand t'étais plus petite, le songe des nuits d'été. Ah oui c'est Shakespeare. D'ailleurs, on a un extrait maintenant. Ah yes. Et ça m'avait vraiment j'étais petite, ouais, frérot, j'avais 16 ans. T'avais 16 ans, ouais. Mais ça me faisait vraiment penser à ça, les espions, le petit côté un peu plus comique, tu vois, d'une scène bien plus dramatique. T'étais petite, c'était à 5 ans. T'étais petite là. Ouais, c'était à 5 ans. Putain, ça date. Oh mon dieu. Mais voilà, et après il continuera son œuvre un peu avec ce genre de film. Tu peux le retrouver avec Ran. Ouais, c'est vrai qu'il sort quelques années après Ran. Ouais, c'est ça. 5 ans après, il me semble, en 85. C'est dingue parce qu'en fait, de ce que j'ai cru comprendre, Kagemusha, il sort après qu'ils se sont un peu perdus et tout. Il est notamment allé partir tourner du côté de la Russie aussi, il me semble. Ouais, avec Dersu Uzala, tout à fait. Ouais. Et c'est un super film. Et en fait, ce film-là, de ce que j'ai cru comprendre, ça marquait un peu son grand retour, quoi, d'une certaine manière. Bon, en tout cas auprès du grand public, ouais, c'est sûr. Parce que lui, Kurosawa, je sais pas s'il était habitué du festival de Cannes avant. Rashomon, ça avait gagné le festival de Venise.
Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, en fait. Mais après, oui, de toute façon, c'est un projet d'une ampleur, on l'a déjà dit, hein, d'une ampleur gigantesque. Donc ça fait... Le grand maître revient avec un projet d'une envergure qui n'a jamais été, depuis Barberousse, peut-être jamais été aussi grande, quoi. Et est-ce que ce serait le film pour commencer la filmographie de Kurosawa? Moi, je sais pas. Hein. Bah moi, c'est celui que j'ai regardé en premier. Moi, c'était... Non, mais après, c'est un grand film, donc tu peux se dire, ouais, ça pète, tu vois. Peut-être, alors que peut-être que si tu commences par Rashomon, qui est un plus petit film, mais c'est plus... Enfin, c'est tourné sous un abri de... Tu vois... Ouais, mais par exemple, Barberousse, tu vois, c'est... Ouais, commencer par Barberousse, peut-être. Barberousse, c'est vraiment cool. Moi, j'ai commencé avec les 7 samouraïs. Ouais, moi, je dirais 7 samouraïs. Vachement bien. Je l'avais vu petit, moi, les 7 samouraïs. Et j'avais rien compris aux histoires de méchants. Enfin, moi, j'étais juste là. Il y a des samouraïs, ils prennent leur sable et puis ils défendent les pauvres. Et 7 samouraïs, c'est un vrai truc parce que ça a inauguré, je sais pas, mais en tout cas, influencé sur. Ça a créé un vrai genre de film qu'on pourrait résumer par une bande de gars se réunit pour faire un job. Ouais. Tu vois, et qui des mecs qui s'aiment pas. Et il y en a beaucoup, quoi. Et qui devient, ça devient vraiment un genre. Et film de braquage, film de ce que vous voulez, mais enfin, je veux dire. Ah ouais, Tarantino, c'est ça, quoi. Mais oui, Soderbergh, Soderbergh, tout à fait. C'est vrai que Treyarch, quand il fait Seven Swords, c'est exactement ça, quoi. Aussi. Ah, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, on l'a dit. Mais le mec a influencé tout le monde. C'est fou. Trop fort. Trop faible, trop fort. Mais oui, pour commencer, ouais, Barberousse, si vous n'êtes pas fan. Oui, en fait, c'est ça. Si vous n'êtes pas trop sabre, Barberousse, c'est bien. Barberousse, c'est top. Et si sinon, vous avez vraiment envie de voir un film de sabre, peut-être qu'en vrai Kagemusha c'est un film qui est plus récent que d'autres. Ou après mis en couleur en plus, donc pour les gens qui ont du mal avec le noir et blanc. Mais... Et si vous voulez pas prendre trop de risques en regardant un film plus court mais de sabre, ouais, commencez avec Sanjuro, c'est plutôt sympa. Et bah voilà pour Akira Kurosawa. T'es content, on en a parlé là? Je suis content. Mais ce sera pas la dernière fois, je vous le dis. Ah, maintenant je vais être contente de parler d'un autre réalisateur. Et non, l'épisode se termine ici. C'est 3 films. On reste en 1980, on va parler du film ex-aequo à la Palme d'Or. Il s'agit de All That Jazz. Immense classique du cinéma réalisé par Bob Fosse. On y suit Joe Gideon, un metteur en scène passionné qui monte une comédie musicale érotique avec des hôtesses de l'air, de ce que j'ai cru comprendre. Je pense qu'on peut résumer comme ça. Hein. Et sauf qu'il va être victime d'un infarctus. Et pendant l'opération qui s'ensuit, il dialogue avec la mort et voit sa vie tumultueuse défiler. Palme d'Or ex-aequo en 1980, donc faut vraiment remercier Kirk Douglas, président du jury, qui du coup a insisté pour remettre cette Palme d'Or. Un peu chauvin. Ouais, à ce moment-là, du coup, à cette édition du Festival de Cannes, tout le monde était d'accord que Kagemusha, avait roulé sur la compétition. Kirk, il était pas d'accord, il était là à dire ah bah non, j'ai bien aimé là le film américain. Donc voilà, il a insisté et du coup il y a eu cette égalité. Mais ça reste un très grand film, Jade, All That Jazz. Ah bah ça c'est sûr. Alors, j'avais jamais vu All That Jazz, je l'avais vraiment... je l'ai pris pour justement le découvrir pour le podcast. Mais par contre, je connais très bien la carrière de Bob Fosse. Donc il faut savoir que Bob Fosse, il est quand même beaucoup plus connu à Broadway, parce qu'en termes de films, il a fait 5 films, donc c'est pas énorme. Mais par contre, il a fait des films très très connus comme Cabaret, qui a gagné pas mal d'Oscars. Je crois qu'il a gagné 8 Oscars, un truc comme ça cette année-là. Et qui vraiment a marqué l'histoire de la comédie musicale. Et pareil pour All That Jazz. Et alors c'est intéressant aussi parce que par rapport au film dont on va parler, il a fait aussi un film qui s'appelle Lenny, sur Lenny Bruce, donc qui est un grand humoriste des années 60. Ah. Voilà. Et ok. Et voilà. Et le film est très très autobiographique. Parce que alors il faut savoir que Bob Fosse est mort d'une crise cardiaque. Voilà. Force à lui. Hein. Donc et puis au moment où il a fait le film, il avait déjà fait 2 crises cardiaques parce qu'il fumait comme un pompier. Ouais. Il y a aussi, alors ça c'est assez drôle, du coup donc sa copine dans le film, Cathy. Ouais. C'était sa maîtresse. Donc il a vraiment trompé pas. Hein. Il a vraiment trompé sa femme avec. Et du coup donc celle qui joue son ex-femme, c'était vraiment basé sur son ex-femme, à fond. Pareil pour le personnage de Jessica Lange, du coup c'est basé sur une femme qu'il a connue qui est décédée.
Enfin, c'est plein de trucs comme ça où en fait il raconte vraiment sa vie. Globalement, c'est un peu son biopic presque. On peut aller presque jusque là. Et donc, on s'imagine que toutes ces réflexions par rapport à la peur de la mort, par rapport à son art, tous les doutes qu'il a, et puis même son rapport aux femmes, tout ça, c'est des choses qui l'ont traversé lui personnellement, et je trouve que ça se ressent de fou dans le film. Et un dernier truc aussi pour donner un peu de contexte, c'est que donc on a comme acteur principal merde, je ne sais plus. Roy Scheider. Roy Scheider qui donc qu'on connaît très bien pour Les Dents de la Mer notamment. Ouais, non mais sa carrière elle est dingue. Oui, sa carrière n'a aucun sens, mais voilà. Mais par contre, en dehors de ça, il va quand même prendre beaucoup d'artistes et d'acteurs qui viennent plutôt de Broadway en fait. Et du coup, ça se voit complètement au niveau des danses notamment, parce que tu vois que notamment toutes les actrices, c'est toutes des danseuses, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a aucune doublure, je pense, à ce niveau-là. Et c'est assez incroyable. Ils arrivent du coup à faire des chorégraphies de fou et filmer extrêmement bien parce que vu que c'est lui qui les chorégraphie, il sait très bien les filmer. Et donc notamment on a de nombreuses scènes de danse très très longues qui sont juste absolument incroyables et qui pareil suivent un peu cet héritage de la comédie musicale de l'âge d'or avec des films comme Un Américain à Paris, tout ça où ça allait avec des scènes de 10 minutes de danse sans s'arrêter en mettant en pause l'histoire, quoi. Et là, il arrive à aller au-delà de ça en mettant en scène ces scènes de danse de 10 minutes, mais qui disent énormément de choses sur l'histoire, tout en nous faisant extrêmement plaisir parce qu'elles sont incroyables. Ouais, moi je m'étais juste noté aussi que... Non, mais qu'il y a eu beaucoup... il y a pas mal de réals se sont inspirés de ce film, notamment Aronofsky quand il fait Requiem for a Dream, où en fait tout le passage avec la mère qui prend des enfêtes, c'est en écho direct avec la scène d'intro qui va être découpée plusieurs fois dans le film. T'as Inarritu qui, en faisant Birdman, en fait, voulait aussi traiter de l'enfermement d'un metteur en scène. Donc voilà. Et Kubrick aussi, globalement, qui dit que pour lui c'est... Oui, il a dit que c'était le meilleur film qu'il ait vu. Mais j'ai l'impression qu'il dit ça sur chaque film. Ouais, donc, ouais. Et c'est drôle parce qu'il parle de Kubrick à un moment dans le film. Donc, ouais. Et je pense que Kubrick, il dit quoi? Tu penses que Kubrick, il fait il est dépressif aussi? Ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de références aussi. C'est hyper méta, hein, le film. Mais ils font aussi une référence à The Wiz aussi de Sidney Lumet. Enfin, en tout cas, qui était déjà un show à Broadway. Donc, ouais, c'est assez marrant. Oui, et puis c'est vraiment à fond dans... Enfin, par exemple, je sais qu'il y avait un film très connu qui s'appelle Chorus Line, qui est aussi une comédie musicale de Broadway de base, qui se passe vraiment dans... Tout le film, c'est une audition à Broadway. Et donc, toute la séquence d'intro, là, ça m'a fait énormément penser à Chorus Line, où tu vois, ils ont une centaine sur la scène pour l'audition de base, où en fait, on va avoir une première séquence d'exposition assez géniale, où en fait, sans parler, le mec, on va tout de suite comprendre qui garde pas. Et comprendre ce que ça, comment ça importe, à quel point ça importe aux danseurs et à quel point pour certains ça leur brise le cœur de pas être pris pour ce truc-là, et on comprend l'importance de la pièce qu'ils vont faire pour tous, quoi. Et alors, information à moitié vérifiée, je l'ai lu sur un forum, donc à prendre avec beaucoup de guillemets, mais a priori avec ce film il met en place un geste de comédie musicale qui est le jazz hands, qui, alors je sais pas comment... c'est pas lui qui l'a créé. J'ai lu ça. Voilà. Enfin, c'est peut-être lui qui l'a créé, mais pas à ce moment-là. Ça existait déjà, notamment dans Cabaret. En fait, lui, il a un style de danse que beaucoup de gens ont repris après, mais notamment dans, du coup, il y a d'autres films qui viennent de la comédie musicale Chicago. Il y a eu un film dans les années 2000 qui reprend les chorégraphies de Bob Fosse, parce qu'il a fait beaucoup de chorégraphies pour Broadway. Mais du coup, ce style jazz très particulier, oui, il est attribué à lui, mais il l'a pas créé avec ce film-là, c'était déjà présent bien avant. Voilà. Et notamment, il y avait beaucoup de gens qui portent des gants dans ces films parce qu'il aimait pas ses mains. D'accord. Du coup, lui, il porte tout le temps des gants quand il danse. Ouais, ça se tient. Non, j'ai bien aimé. C'est juste, moi, il y a beaucoup de scènes de danse qui s'enchaînent par moment, et où ça, c'est vraiment moins mon truc, et où pour moi ça étire vachement la fin, et c'est dommage parce que ça me met un peu à l'écart de la fin, et le film me rattrape tout de suite avec la dernière chanson que je trouve géniale. Oui. Mais ouais, moi, déjà c'est une figure que maintenant on a peut-être plus l'habitude de voir, à savoir le réalisateur
oh ma femme, voilà. Bon, ça c'est pas vraiment extrêmement original, même peut-être certainement pour l'époque. En plus, d'autant plus le fait que ce soit autobiographique, je sais pas si c'est si à un moment effectivement le mec se compare à Kubrick, donc je me suis dit détends-toi. Mais écoute, oui, il y a des trucs qui sont vachement intéressants. Bah non, mais c'est de l'autodérision pour le coup. Ouais, je sais pas, moi j'avais pas interprété comme ça le moment là, parce que son personnage de réalisateur il se prend très au sérieux, même s'il se questionne beaucoup sur est-ce que je fais c'est bien, est-ce que je fais ça a réellement de l'importance, et les critiques justement... pour lui ça a vraiment ce truc là, mais moi j'ai l'impression que quand il dit ça par rapport à Kubrick, je l'ai pris premier degré. Mais ouais, mais du coup, lui, en faisant ça, et même en se montrant à ce point-là arrogant, etc., oui. Tu crois que... il fait l'autodérision. Oui. Il est conscient que son personnage est arrogant, et tu vois, il veut se montrer arrogant, quoi. Ouais, ça reste un personnage, au-delà de ça, qui est un peu plus fin même que ce que je décris, parce qu'il y a pas mal de réflexions qui vont dans un sens et puis après dans l'autre, où le personnage va énormément se questionner, et en plus c'est quelqu'un qui va mourir assez jeune. Je parle du personnage du film, on va dire quoi, dans la cinquantaine. Donc c'est ça qui est très difficile, c'est que il est même pas il a même pas fini certainement tout ce qu'il avait à faire en artistique. Bah littéralement là il est au milieu d'un projet. Et c'est ça qui est dramatique, d'autant plus que c'est un projet qui porte et auquel on lui dit c'est peut-être le meilleur truc que t'aies fait. Et donc c'est ça qui est dramatique. Après, c'est un personnage qui lui dit ça, elle lui dit c'est peut-être le meilleur truc, c'est peut-être le meilleur truc que t'aies jamais fait. Oui, mais justement, même à ce niveau-là, c'est hyper intéressant parce que par rapport à Broadway, on voit à la fois, donc lui, il fait par exemple, donc il y a une grande choré très érotique, ouais. On lui dit c'est un des meilleurs trucs que t'as fait, sauf qu'à côté, ils vont aller lire le script et tu comprends, notamment avec le personnage de l'ex-femme, que le script c'est de la merde. Oui, le script c'est de la merde. Donc tu vois, il y a tout ce truc en mode bah d'un côté, et puis même il y a toute une chanson où on dit on va le récupérer pour une pub, pour je sais plus quoi. Donc il y a cette tension-là de Broadway. Bah ok, c'est de l'artistique, on va avoir des grands moyens pour faire des choses super, mais de l'autre, bah faut plaire au plus grand nombre, et du coup bah on va avoir des blagues un peu partout, et puis voilà, ça fera le taf. Donc tu vois, tu sais pas si la pièce en elle-même sera incroyable en fait. Mais il y aura des éléments où lui, ça pourra le permettre de vraiment s'élever en tant qu'artiste. Et il y a aussi le film parcouru du montage de son précédent film, où le mec il va y repenser son truc, et en fait il y a un personnage qui va dire ah putain c'est mieux, et je me dis bon déjà ça va vachement dans le sens du l'artiste, etc. Mais le film va contrebalancer ça avec peut-être qu'à un moment c'était mieux, mais il y a un moment où tu l'as empiré le film, peut-être en restant plus longtemps au montage, et le film va pas être explicite sur ces choses-là, ça va être très diffus. D'ailleurs le montage en lui-même est très comment on appelle ça, il est pas linéaire en fait. Le montage, on va avoir on commence un peu par la fin, il y a un truc très onirique. Donc, on comprend que c'est un personnage, moi je l'ai interprété comme ça, qui va retracer un peu sa vie, qui est en face de la mort et qui va repenser à tout ce qu'il a fait, à toutes les femmes avec qui il a couché, tout ça, toutes ses œuvres, et notamment de ce passage-là de sa vie. Vis-à-vis du montage, il va vraiment jouer avec le temps, où la première partie ça semblait assez long, alors qu'à la fin, quand il est sur la table d'opération, c'est quelques secondes dans sa vie réelle, et pourtant ça va prendre 40 minutes où il va retracer sa vie. Et ça, c'est assez malin. Ça joue aussi beaucoup sur les répétitions, parce que donc, on va le suivre dans ce processus-là de répétition, donc avec des danseurs qui vont justement, on les voit s'épuiser par juste le mouvement continu et les heures de travail. Et à côté de ça, au niveau du montage, nous, on va le voir tous les matins de la même manière, avec sa douche, ses enfêtes, etc. etc. Et donc ça joue aussi sur le parallèle entre sa vie, qui est une répétition de sa mort quelque part. Enfin, il y a un truc qui joue aussi beaucoup là-dessus. Et puis même, t'as l'impression que le système le dévore un peu petit à petit, parce que même si c'est... il est dans un milieu artistique et tout, le mec travaille tellement, et en fait ça le bouffe, parce que tu peux, comme tu l'avais dit Jade, il peut faire ce qu'il veut, mais en même temps faut faire des
faut faire des choix, faut plaire au plus grand nombre et tout. Et ça, c'est tout le temps dans la balance. Donc ça, tu sens que ça l'épuise aussi. Et c'est son esprit qui est tout le temps en mode, là, je mens. En fait, je sais pas si je mens pas. Je sais pas où est la vérité ou où est le mensonge. Et donc le film est travaillé par ces idées-là tout le temps, quoi. Vis-à-vis du show business, t'as une scène qui est hyper sombre où il se fait opérer, donc ça fait vraiment, il donne son corps littéralement pour sa comédie musicale, et à côté t'as un dîner des producteurs qui disent mais là s'il meurt avant telle date, on récupère l'argent de l'assurance et on fait des bénéfices, et après ils vont plus en parler. Mais le fait qu'ils aient eu cette pensée-là, je me dis mais déjà ça intervient plusieurs fois dans le film où déjà avant il parlait déjà de cette deadline du 1er février qui ramenait à devenir le premier spectacle rentable sans être même sorti. Oui, et puis tu vois que même avec il y a un premier rendez-vous avec un médecin où le médecin il tousse plus que lui. C'est vraiment en mode montrer à quel point ils s'en foutent réellement de sa santé, c'est juste pour avoir l'assurance en fait qui font ça. Donc ils engagent n'importe quel médecin justement qui pourra très facilement lui donner l'aval. Et donc ça montre qu'au fur et à mesure, comme tu dis, il y a plusieurs fois ce motif-là qui revient pour montrer qu'ils en ont rien à faire de lui et de sa santé. Et il y a ça, il y a tout un truc aussi autour de son remplaçant potentiel qui est hyper cynique aussi. Ça, c'est un truc intéressant parce que je me suis dit, tu vois, encore une fois, c'est autobiographique, donc du coup, ça peut être gênant, mais il filme ce gars, ce remplaçant, comme un peu un bolos, en tout cas, quelqu'un qui un véritable va être lèche-cul. Ouais, opportuniste. Opportuniste, et puis en plus, il y a un peu ce truc de. Moi, en tout cas, j'ai interprété comme ça, on va pas se souvenir de toi derrière. Alors que moi, oui. Tu vois, que le personnage de Gideon, oui, il y a moyen qu'après sa mort, on se souvienne de ses œuvres. Et ça, c'est juste dit à travers un personnage qui passe et qui demande un autographe. Et donc, c'est un peu difficile. Enfin, moi, j'ai un peu de la peine pour ce gars en même temps, tu vois. Oui, c'est un personnage effectivement complexe où il est horrible avec son entourage et avec tout le monde en fait, et en même temps, vis-à-vis de ce qui lui arrive, t'as vraiment beaucoup de peine. Donc, oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, même par rapport au personnage il s'appelle Lucas d'ailleurs, qui veut le remplacer. Comme un bolos. Le film comme un bolos, et en même temps, je me dis, et en même temps, il y a un moment de. Ah ouais, mais il a fait tout ce travail pour rien. Lui, il va pas remplacer Gideon. Enfin, en tout cas, pas à ce moment-là. Et tu te dis, oui, il y a de la nuance quand même, justement par rapport à ça, où tu te dis, ouais, quand même, il s'est donné en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, je pense que c'est pas forcément. Connard, quand même. Quoi qu'il arrive jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. C'est pas forcément pour le dire, ouais, c'est un bolos, c'est plus justement pour montrer à quel point l'industrie est dure. Est dure et traite tous ceux qui ne sont pas au rang de Gideon, tous les autres s'en foutent. Et effectivement, Bob Fosse, encore une fois, c'était un immense metteur en scène, vraiment le plus connu de son époque, le plus connu chorégraphe en tout cas de son époque. Donc oui, il avait cette place-là, et c'est être honnête que de le dire. Mais... Oui, certainement. Ouais. Ouais, t'as pas aimé. Mais moi non, moi j'ai beaucoup aimé le film. Enfin, beaucoup aimé, c'est comme chose. Mais en fait, j'ai trouvé que le film était vachement rythmé et très vraiment sur les passages de danse et tout. Il se passe beaucoup de choses en fait dans chaque danse. Et des fois, c'est un peu dur de décrypter tout ça. Donc première fois que je le vois. Mais oui, les danses sont très complexes et ça ramène énormément de choses, même que j'ai pas, de vraiment tout cet aspect de Broadway, la frénésie qui vit. C'est vraiment un truc qui est à la fois super intéressant à voir et en même temps, je me perds un peu dans ce. C'est parce que c'est pas vraiment c'est pas du bric-et-brac, mais j'ai l'impression que ça en devient parce qu'il se passe énormément de choses dans le cadre, mais en même temps c'est super intriguant parce que par exemple toutes les scènes finales où on jongle entre lui qui est sur son lit d'hôpital et en même temps il y a des scènes qui se passent avec lui qui filme, donc il retrace sa vie et tous ces trucs là qui font un peu gros tas qui t'est projeté dessus. Et je trouvais que ça avait un peu beaucoup justement sur cette fin que je trouve comme toi aussi Lucas un peu étiré, qui met beaucoup de temps à venir et même qui se finit quand même avec encore de la chanson, de la musique, avec le présentateur qui remet une couche et qui reprend la chanson, etc. Donc voilà, c'est un film qui est super intéressant, je pense à revoir dans sa mise en scène. Il y a beaucoup de choses qui marchent très bien, comme vous l'avez dit aussi, le passage où il est sur la table d'opération et que derrière il y a vraiment cette discussion de sa mort serait bénéfique pour
pour les investisseurs, qui est absolument génial. Mais voilà, donc c'est un film à voir et peut-être que je me renseignerai un peu plus sur les comédies musicales. C'est vrai que c'est en plus c'est très inspiré de Broadway, mais c'est aussi très inspiré du vaudeville, enfin ce que nous on appelle le cabaret, parce que Bob Fosse il vient de parents qui ont fait du vaudeville et tout, donc il connaît très bien ce milieu, et puis il a fait aussi cabaret, même Chicago ça parle de ça, et donc le vaudeville c'est une suite de numéros avec un présentateur qui du coup au fur et à mesure présente chaque numéro, et donc ça a vraiment au niveau du montage et au niveau de tous les numéros dansés cette logique là de cabaret, et donc c'est pour ça aussi je pense le côté des fois les transitions sont assez spéciales quoi. Moi c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé honnêtement, je l'ai vu 2 fois, là j'ai envie de le revoir au cinéma parce que je vois qu'il est distribué. Ouais, j'ai vraiment adoré, au début, première partie, comme a dit Romain, en fait, en plus le film est à huis clos, donc tu vas être essoufflé, c'est un aspect de la comédie. Non, c'est pas un huis clos. Non, il te le travaille comme un huis clos, quoi, dans l'enfermement et tout. Ouais. Et on voit pas le jour, je crois. Si. Ah ouais. Bah oui, t'as des scènes de l'extérieur et tout quand même. Ah ouais. Je crois Il me pas. semble, non? Je crois pas, mais je crois pas. Si vous le dites. On est soit dans le truc de, enfin dans les locaux de répétition, soit dans les bureaux. Il est toujours à l'intérieur. T'as raison. Et donc qui a un aspect de la comédie musicale que j'avais jamais vu avant, ce côté vraiment essoufflé en fait. Vraiment, d'habitude la comédie musicale, t'as l'impression que c'est facile pour tout le monde. Là, tu vois tout le monde est en sueur, tu vois que tout le monde a mal. C'était vraiment pas bien, quoi. Et donc je trouvais ça hyper intéressant. Aussi, notamment le travail des corps. Il y a toute une scène, donc la représentation de la répétition. Et là, mais vraiment, t'as dit que c'était des danseurs, mais c'est des dieux grecs, quoi, des dieux et des déesses grecques, quoi. C'est leur corps et tout quand ils s'étirent. Enfin, c'est. Et tu comprends que c'est incroyable. Enfin, je trouve que je sais pas vous comment vous avez vu cette scène, mais je trouve qu'elle est pas tant érotique. Mais c'est vraiment beaucoup plus sur le côté on te montre la forme des corps, et le fait qu'ils soient torse nu, en sous-vêtements et tout, ça t'aide juste à voir mieux les lignes de corps, la musculature, tout ça, mais c'est pas forcément érotique en soi. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup plus... Après, dans leurs gestes, quand même, c'est hyper... Ah oui, non, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas filmé comme étant érotique. Oui, après, je suis d'accord avec toi. Genre, c'est pas sa volonté que nous on soit excités en voyant le truc, mais plus de voir la ligne des corps, de voir tous ces trucs. Et après, la deuxième partie, c'est quand il est à l'hôpital, et là, c'est vraiment ce qui me touche beaucoup plus. Comme on a dit, il y a plusieurs axes de lecture, donc c'est une autofiction, mais c'est aussi sur la mort d'une certaine forme de comédie musicale. J'ai pas toutes les références, mais je vois que quand on sort des froufrous et on met des gants et tout, enfin, je vois qu'on fait référence à certaines périodes de la comédie musicale, et même le parcours de ce personnage qui est hyper dramatique, qui est du coup quelqu'un de créatif, qui va être inspiré par tout l'environnement, tout ce qu'il va voir va donner lieu à une comédie musicale. Et comme il sait qu'il va mourir, et il a d'autant plus envie de créer, et il y a cette limite de son corps et de sa fin de vie qui fait que il ne pourra jamais créer, et il a cette frustration là qui parcourt le film et qui me terrasse, et c'est génial. À un moment, il est dans l'hôpital et il a cette pensée là de dire on pourrait faire une comédie musicale d'hôpital, et t'as vraiment c'est des pulsions, les dernières pulsions créatives, quoi. Et du coup, la scène de fin la scène de fin, elle est extraordinaire. Tu fais pause à n'importe quel moment, t'as 50 trucs à analyser, mais notamment sur le son, t'as le, comment on appelle ça, le petit bip dans l'hôpital, quoi, mais bon. L'électrocardiogramme. Ouais, c'est ça. T'as l'électrocardiogramme qui va revenir constamment dans la musique, en même temps que les clappements de mains, et qui à un moment, quand ça s'arrête, ça donne une nouvelle partition. Enfin, c'est complètement fou, et t'as toutes ces tensions-là qu'il a accumulées pendant le film, qui reviennent à ce moment-là, et c'est, la scène de fin, elle est gigantesque, ouais. Du coup, moi, c'est un film que je me suis pris en pleine figure. Je m'y attendais pas venant d'une comédie musicale, mais merci Jade. Ah bah écoute, encore, moi je savais même pas dans quoi je m'embarquais non plus, donc franchement, non, juste merci Bob Fosse. Ouais, merci Bob Fosse. Et là, ça va pas être si dur à analyser que ça, parce que encore Blow Up, j'étais là à me dire qu'est-ce que ça veut dire. Là, t'as des gens qui sont en déguisement d'artère et qui dansent. Bon, a priori, je pense avoir compris, quoi. Oui, ça devrait... Mais ouais, et comme tu dis, en plus c'est hyper accessible, du coup. C'est ça qui est hyper plaisant, je trouve.
hyper sombre. Hein. C'est, je pense, la comédie musicale la plus sombre que j'ai jamais vue. Hein. T'as pas vu Cabaret? Ah, ok. Mais Cabaret, c'est sur la montée du nazisme en Allemagne, donc. Puis la toute fin, elle est en fait, elle est tragique tellement elle est réaliste. C'est t'arrives à tu fais tout ce monde-là. Effectivement, t'arrives à gagner l'intériorité d'un personnage. On te fait un film de 2 heures sur quelqu'un, sur son intériorité, sur comment il se retrouve face à la mort, la relation qu'il a avec les gens, avec la vie, avec la mort. Et au final, on te dit ouais mais gros, ça va devenir un cadavre quoi. Ça devient voilà, c'est terminé. Le tout dernier plan terrasse. Emballé, c'est pesé. Comme tout le monde. Sachant que tout le film a un humour un peu grinçant où bah par exemple la scène de fin, c'est en gros il chante en mode disco hyper joyeux, je vais mourir. Et c'est ça un peu tout le film comme ça, quelque chose de un contre-pied total entre la musique et ce qui se passe réellement et qui rend le film hyper intriguant quoi. Ce qui est tragique, je trouve, c'est que il se fait remplacer avant de mourir. Hein. Genre les gens attendent pas qu'il meure pour sa copine, elle a quelqu'un d'autre. Il y a à la rigueur, il y a que son ex-femme qui sera toujours là, qui a toujours été là et qui sera toujours là. C'est très joli, mais tu vois. Et après le monde professionnel, bah les gens bougent, les danseurs ils doivent faire autre chose, tu vois. Donc en fait, les gens l'attendent pas et c'est ça qui est dramatique quoi. C'est qu'avant de mourir, il était déjà mort. C'est trop. C'est beau ce que tu dis. Tu me déprimes. Avant de mourir, il était déjà mort. Olva Jazz qu'on vous encourage à voir. Bah, il me semble qu'on a parlé de 4 bons films. Hein. Oui, tout à fait. 4 très bons films. Même. En général, vous prenez n'importe quelle palme d'or. Enfin, je vous en tirerai quelque chose. Titan, peut-être. Tu vois, il y a parfois un petit peu tombé sur des films. Tu te dis, t'as forcément pris le film d'une réalisatrice. Parce qu'il est sexiste. Non, parce que j'en étais sûr. En plus, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup des palmes d'or de réalisatrice. D'ailleurs, et c'est la seule qui est. On n'a toujours pas parlé. C'est pas la seule. De l'autre. De Jane Campion. Ouais. C'est pas la seule du coup qui a une palme d'or unique cette année-là. Ouais, si c'est ça. Parce que Jane Campion, elle était ex-aequo avec un film dont tout le monde a oublié l'existence. Donc, comparé à La Leçon de piano, qui est un immense film. Mais bon. Ouais. Et peut-être l'année prochaine. L'année prochaine. Je vous parlerai de Nanny Moretti là. Ça aussi, ça serait La Leçon de piano pour ma maman parce que c'est un de ses films préférés. Ah ok. Moi, je prendrais Pulp Fiction en fait parce que c'est trop cool. Après, c'est trop cool. C'est vrai que c'est trop cool. C'est carrément cool. On arrive à la fin de cet épisode, du coup. Waouh, ça aurait été un sacré épisode. Sacré morceau. Hein. Bravo à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Ah, franchement, bien joué à vous. Hein. Force à vous. Ouais. Mais c'est que le début parce que vous aurez encore plus de contenu pendant Cannes. Hein. Faut vous préparer. C'est vrai, préparez-vous. Un agenda serré. Les épisodes seront peut-être pas aussi longs à chaque fois, mais il y en aura beaucoup. Sûrement pas. Et ils seront peut-être que les membres seront pas toujours sobres aussi. Ouais, ça c'est. En tout cas, pas toujours très éveillés. Je pense qu'on va pas s'amuser à. On va pas être non plus. Ce serait pas toujours de la même vivacité. On verra. Voilà. Ah ouais, non, ce sera pas très frais, ça c'est sûr. Vers la fin. Et du coup, je me permets de le rappeler, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'il va se passer du coup plein de choses dans les prochaines semaines. Si vous ne voulez ne rien manquer, ça se passe là-bas. Et ainsi, on se quitte. Prenez soin de vous. On se retrouve à Cannes tous ensemble. Bah avant, il y a la semaine prochaine. C'est vrai qu'il y a la semaine prochaine. Tout de suite. Il y a le diable s'habille en Prada 2. On va pas louper ça. C'est la sortie de l'année. Il va falloir que je rattrape le 1 du coup, parce que j'ai jamais vu. En vrai, le 1 est pas si mal. Ouais, il est rigolo. Mais j'ai très peur du 2. Je pense que j'aurai à coponner le jour où je devrais le voir. Bisous tout le monde et prenez soin de vous. Bisous. La bise.